Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur, euh, bienvenue sur notre nouveau webinar organisé par le groupe 2AR. Pour information, on va juste attendre une dernière petite minute parce qu'il y a pas mal de personnes inscrites qui visiblement sont pas encore connectées. Du coup voilà, on se permet juste une petite minute pour les attendre et puis après on démarrera rapidement pour éviter de vous faire perdre trop de temps. Juste pour information, en haut à droite, vous avez une fenêtre de chat sur lequel le chat est ouvert à tout le monde. Vous allez pouvoir parler en live. Après, à côté, vous avez des questions également. Vous allez pouvoir poser des questions. Ça va nous permettre, soit au fil du webinar, d'y répondre, soit sinon, ce qu'on va faire, comme on avait fait la dernière fois pour ceux qui étaient connectés, de faire une session de 10-15 minutes pour ceux qui ont encore un peu le temps de répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à rester un tout petit peu après la présentation. Si vous avez des questions bien précises et bien pointues, on pourra essayer d'y répondre comme ça en live. Et à mon avis, ça profitera en plus à tout le monde. Donc bonjour à tous, tout le monde visiblement a pris en possession le chat. Le temps d'attendre les dernières personnes, donc c'est pour information, c'est un webinaire qui cette fois-ci on a décidé de dédier sur la Smart Industry. Donc il fait un petit peu suite au précédent webinaire qu'on avait animé avec Julien sur les solutions IoT, parce qu'on avait émis un sondage et c'est vrai qu'on avait plus de 2 tiers des participants qui avaient émis le assister à un nouveau webinaire axé sur des solutions verticales liées à la Smart Industry. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va vous montrer un petit peu ces solutions. Bon, on va commencer. Les gens prendront en cours de route. Donc du coup, ce nouveau webinaire, comme je disais, on a décidé de le dédier aux solutions Smart Industry. Euh, donc Smart Industry, c'est quelque chose d'assez vague, d'assez marketé, d'assez moderne. Comme terme, qu'est-ce qu'on entend surtout et qu'est-ce qu'on va vouloir vous montrer? C'est principalement des solutions IoT et machine to machine qui vont vous aider à gérer la maintenance et le monitoring de vos équipements industriels et de votre process industriel. Donc voilà un petit peu ce qu'on entend. On a utilisé le mot Smart Industry, mais voilà à peu près ce qu'on va vous présenter comme solution. Du coup, les deux intervenants, vous les avez sous les yeux. Donc pour ma part, Olivier Bénas. Donc du coup, je suis responsable IoT et commercial de l'agence de Saint-Étienne, donc l'agence qui s'appelle RG2I. Et Julien Dalmasso, bonjour à tous. Donc le CEO d'Iosync Solutions, donc on est basé à Nice. Donc, au niveau du groupe 2AR, donc petite présentation, il y a certaines personnes qui l'ont vu, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui suivent visiblement les deux webinars. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, une petite minute de présentation de chaque société. Donc, le groupe 2AR est un regroupement, je dirais, d'agences commerciales et régionales que vous avez en haut à gauche. Vous allez retrouver vos entités commerciales que vous avez l'habitude d'avoir. Ericom à Paris, Orecom à gauche et RG2I, dont je fais partie, donc du coup basé à Saint-Étienne. On existe depuis 1999 et notre métier à nous, c'est de la distribution accompagnée, c'est-à-dire c'est de la distribution de solutions de communication industrielle et c'est notamment accompagné dans le sens où on va vous accompagner dans la recherche de solutions, parce que les solutions, je dirais, notamment quand vous nous soumettez des solutions et des moutons à 5 pattes, pardon, on n'a pas toujours ce qu'il faut au catalogue, donc on recherche continuellement, je dirais, des solutions pour combler les trous dans la raquette. On fait également force de conseil et d'expertise pour vous proposer la bonne solution technique et économique par rapport à votre application et à votre problématique. Et puis après, derrière, sur l'après-vente, on va également vous fournir du service, notamment tout ce qui est lié à la formation, le support technique, l'assistance téléphonique également pour vous accompagner en bonne et due forme pour mener un peu tout ça à bien sur les premières installations. Le champ d'application et un peu le scope de nos produits et de solutions. Donc, comme je le disais, c'est uniquement de la communication industrielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher au process, on ne touche pas à l'automatisme notamment, on ne touche pas à l'IT à proprement parler. Par contre, on va gérer cette communication industrielle qui se situe entre ces deux mondes, qui est composée de 3 axes principaux. Le premier, c'est l'acquisition de données. Donc, ça va être ça va être les solutions et les produits qui vont nous permettre de faire de l'acquisition de données soit en filaire, soit en sans fil, principalement en radio avec les solutions IoT qu'on avait vues au dernier webinaire. Après, du coup, ça va être des solutions pour
transporter cette donnée. Donc l'idée, c'est que cette donnée que j'ai acquise, je vais la transporter via un support, via un bus, via une communication X ou Y. On verra sur certains exemples après. Et en dernier lieu, c'est la partie analyse de données. Donc toute cette solution, cette volumétrie de données que j'ai acquise et que j'ai transportée, l'idée, ça va être de la monitorer, de l'analyser et de l'exploiter, notamment avec les solutions qu'on verra et que vous montrera Julien sur sa solution IOSync, Karen, pardon. Toi, Julien. Alors, donc IOSync Solutions, donc c'est une société française, comme je le disais, qui est basée à Nice. Donc, on a une forte expérience plutôt dans les domaines justement de l'industrie, du HVAC, donc tout ce qui est heating, ventilation, air conditioning, avec quelques brevets qui ont été déposés sur tout ce qui est optimisation énergétique, principalement dans le bâtiment. C'est une équipe qui est internationale, hein, avec plusieurs langues parlées, une présence worldwide, puisqu'on a un réseau de distributeurs à l'international. Et donc RG2I, le groupe 2R, fait partie justement de notre réseau de distributeurs partenaires. Alors pourquoi IOSync? On avait identifié donc à l'origine, je dirais, à la création d'IOSync Solutions, des points bloquants dans le cas d'un lancement de projet IoT. Tout ça, c'est évidemment des retours d'expérience qu'on a pu connaître dans le cadre de nos précédentes expériences. On a développé un certain nombre de solutions machine-to-machine IoT dans des groupes industriels français, américains, etc. au niveau de l'équipe. Et donc ces problématiques qui étaient identifiées, c'était déjà la partie time to market. Donc évidemment, quand on lance une solution IoT, d'une déjà les technologies évoluent assez rapidement. La concurrence souhaite aussi aller vite pour proposer ce type de service. Et donc il faut être rapide. Il ne faut pas mettre 2 ans pour sortir une solution. Donc le time to market est très important. Il faut sortir la solution au bon moment avec une solution qui soit suffisamment interopérable, donc qui permet de gérer un certain nombre de cas d'usage parce que les besoins évoluent, les usages et les retours d'expérience permettent de faire évoluer aussi les solutions et puis des fois de pivoter un petit peu par rapport aux besoins initiaux. Et donc, on a besoin d'une solution interopérable pour pouvoir gérer une multitude déjà d'équipements matériels et différents types de connectivité et pour des cas d'usage donc qui sont aussi assez variés. On a besoin d'avoir une certaine scalabilité sur la plateforme parce que quand vous commencez un projet IoT, vous pouvez très bien commencer avec quelques devices, mais et on le souhaite à tout le monde. Dans certains cas, et on le voit de plus en plus, ça devient un vrai succès. Et donc, il y a un déploiement et des déploiements en masse qui s'initient et il faut une solution suffisamment scalable et qui a été prévue à l'origine, en termes de conception, qui a été prévue directement à l'origine, justement, pour que ça soit le plus scalable possible et qu'en plus gérer cette montée en charge, justement, qui peut être parfois pas vraiment progressive, mais assez immédiate, quoi. Le coût, il faut pouvoir bien maîtriser ses coûts à la fois d'investissement, ses coûts aussi d'exploitation, pour avoir un retour sur investissement qui soit suffisamment court pour trouver justement la rentabilité sur son projet IoT. Si on a une solution aujourd'hui qui nous coûte plus cher que ce qu'elle nous rapporte, elle n'a aucun intérêt. Donc, bien maîtriser ses coûts, c'est important. La partie sécurité qui est d'autant plus importante dans l'industrie, sécurité des données, sécurité de toute la chaîne de valeur finalement, hein, aussi bien du matériel, en passant par la connectivité jusqu'à le cloud et la plateforme, la partie logicielle, métier. Donc gérer la sécurité sur toute la chaîne. Les compétences, c'est vrai on a eu et on a encore de temps en temps des industriels qui disent nous, on va finalement internaliser cette partie-là. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que développer une solution machine to machine, une solution IoT, ça fait appel à des compétences qui sont assez multiples, puisqu'on passe par différentes layers, différentes couches applicatives et matérielles, puisqu'on passe du hardware, de la connectivité, comme je le disais, le cloud, la partie vraiment métier, etc. Et donc, gérer toute cette chaîne, c'est un panel de compétences à acquérir. Et donc, monter une équipe et développer une solution de ce type, évidemment, d'expérience, une solution métier, opérationnelle et commercialisable, il faut compter à peu près 18 mois si on internalise. Donc, on est loin en termes de time to market, justement, de peut-être des objectifs initiaux. Et puis, il faut prévoir aussi tous les coûts, je dirais, de maintenance, etc., qui finalement, tout ça vous écarte finalement de votre core business
alors que le but, c'est d'avoir les outils en main pour pouvoir développer, je dirais, paramétrer des applications métiers rapidement, facilement et avec un coût qui est bien maîtrisé. Voilà pourquoi on a créé iSync Solutions et le but, c'est de vous accompagner justement sur toute cette chaîne de valeur et grâce à Olivier et l'équipe de ZR, de vous fournir toute la partie aussi matérielle pour pouvoir proposer des solutions clés en main. Merci Julien. Du coup, ah pardon, j'ai oublié. Alors, effectivement, donc la réponse à ces problématiques, c'est la solution Kairon IoT Suite, hein, qui est éditée par iSync Solutions et distribuée par 2R, qui inclut un outil qu'on appelle un studio, qui est un design tool, une plateforme IoT, une application mobile, et surtout ce package-là est disponible en marque blanche. Donc on sait que ça, c'est un point qui est très important, puisque les industriels, quand ils veulent proposer un nouveau service, évidemment, ils veulent pouvoir le proposer sous leur marque. Parce que derrière, il faut communiquer, il faut pouvoir marketer cette solution, et donc très important d'avoir une solution sous sa marque. Donc Kairon IoT Suite inclut ce package-là, et grâce à un outil qui s'appelle donc le Studio, vous donne la main et une autonomie pour créer vos cas d'usage très simplement en faisant du drag and drop sans avoir besoin de faire le moindre développement. C'est vraiment que de la configuration. Et donc, vous pouvez vous rester concentré, vraiment focus sur votre métier. Et donc, cette application qui est cette suite IoT, qui est aujourd'hui très utilisée dans le domaine de l'industrie, on le verra tout à l'heure pour pas mal de cas d'usage, et aussi utilisée pour d'autres marchés comme Smart City, Building, Énergie, pas mal dans le retail aussi également, et on a aussi des cas d'application dans la Smart Agriculture. C'est tout bon? Cette fois-ci, c'est à moi. Merci Julien pour la présentation. Du coup, Julien parlait qu'on allait vous montrer des cas d'usage. C'est un peu le but aussi de ce webinaire et de cette présentation, c'est de vous montrer des choses concrètes avec du hardware et des solutions verticales et dédiées, je dirais, métiers sur la plateforme Kairon, développée par IOSync. Juste en amont, voilà, on a voulu dédier quelques slides, je dirais un peu conceptuels, mais un peu pédagogiques aussi, histoire de s'adapter, je dirais, à toutes les compétences de chacun dans ces métiers de l'IoT et du machine-to-machine. Donc notamment, voilà, pour savoir un petit peu qui est concerné, quels sont les bénéfices, quelles sont les étapes et avec quels outils vous pouvez développer ce genre de solution. Donc la première slide, c'est quelles sont les industries concernées. Voilà, on a mis un éventail, un exemple de quelques industries. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que grâce aux solutions hardware qu'on propose chez 2R, alors à savoir que c'est un leitmotiv chez nous, je fais un aparté, mais c'est forcément des solutions ouvertes, évolutives et standards, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas de solutions propriétaires. On a besoin de gérer cette évolutivité et cette un petit peu interopérabilité que décrivait, je dirais, Julien tout à l'heure. Donc, on a mis quelques exemples d'industries. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos solutions, je dirais, capteurs, nos solutions métiers, capteurs, gateway et plateforme Kairon permettent d'adresser, je dirais, aujourd'hui toutes les industries qui existent. Quels sont les bénéfices? Donc, vous avez ça sur la partie de gauche et à droite, quels sont les domaines dans l'industrie et chez vous, les industriels, qui peuvent bénéficier un petit peu de ces solutions IoT machine to machine. Donc, ce qu'on se rend compte d'un point de vue bénéfice, c'est qu'on a quelque chose d'assez important, notamment qui prend un peu le pas sur le reste, c'est le développement de nouveaux produits et de services. Voilà, aujourd'hui, on est sur comment dire, on est dans une société de services, une société mondialisée où voilà, la solution française devient forcément concurrente d'une solution étrangère, américaine, japonaise, asiatique. Voilà, on a optimisé, je dirais, dans les années passées, les dernières décennies, toute la partie outils de production, donc les capacités, les coûts de production. On a optimisé toute cette partie-là. Donc l'idée derrière, c'est comment se différencier avec ses concurrents étrangers. Ça va être notamment le développement de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc c'est pour ça qu'on voit au niveau des bénéfices un bon pourcentage qui est dédié à ce bénéfice-là pour l'industriel. Et après, on va voir, je dirais, sur le reste du bar graphe, on va voir énormément de bénéfices qui vont se situer plus ou moins entre 30 et 40%, qui va consister notamment à améliorer un petit peu la manière de travailler. Donc ça va être de gagner en confort, en sécurité pour les opérateurs également sur son outil de production. Il va y avoir quoi? Il va y avoir également aller dans cette recherche, encore une fois, de baisser les coûts, d'optimiser les coûts de son outil de production. Donc on a du coup d'un côté, ce qu'il faut retenir, développement de nouveaux services,
pour se différencier de la concurrence principalement. Et derrière, on a également quelque chose de plus, je dirais, profitable en interne, un bénéfice plutôt interne, qui est d'améliorer ses conditions de travail, son outil de production et également de réduire ses coûts. Les domaines, chez les industriels, on voit qu'à peu près tous les départements, je dirais, d'un industriel sont plus ou moins concernés par ces solutions IoT machine to machine. Parce qu'on va avoir, alors en premier lieu, forcément, je dirais, l'outil industriel, votre process, votre outil de production, donc cette partie exploitation et procédé qui va bénéficier, je dirais, en premier lieu de ces solutions IoT machine to machine. Et après, on va voir que sur la R&D et l'ingénierie, il va également y avoir, je dirais, des bénéfices pour ces départements-là, parce que ça va permettre, comme on le disait, de développer des nouveaux services, donc ils vont être directement concernés pour les inventer et les développer. Les personnes de la maintenance, responsables de production, responsables de maintenance, facility manager, qui vont pouvoir également bénéficier de ces nouvelles solutions IoT machine to machine. Euh, voilà, pour notamment optimiser cette partie maintenance, être moins dans une maintenance curative et être plus dans une maintenance prédictive et préventive. Et puis après, derrière, il y a également, je dirais, ce qui est assez important, c'est la relation client. C'est d'être plus alerte, plus réactif avec son client, optimiser également son outil de production à lui, si vous lui vendez des services également à lui, si vous êtes notamment constructeur de machines ou intégrateur. L'idée, ça va être d'augmenter, je dirais, sa satisfaction avec une baisse des pannes et des arrêts d'urgence et du coup une augmentation et une optimisation de son outil industriel. Voilà à peu près les bénéfices et les domaines qui sont concernés dans l'industrie. Les étapes, qu'on soit, alors à la base c'est plutôt une étude IoT, mais je dirais qu'on soit sur l'IoT ou le machine to machine, les étapes sont à peu près similaires. Donc voilà, donc on va parler de ça, je dirais, pour les deux domaines. On va essayer de mutualiser un petit peu ces étapes et ces cas pour les deux sans tomber trop dans la comparaison. Donc les étapes, on les a, je dirais, dissociées en six. On a déjà en premier lieu, je dirais, la définition des objectifs qui vont me permettre de définir ses priorités, également voir où en est la concurrence, voir ce qui est disponible sur le marché. C'est quelque chose, je dirais, d'assez logique, mais en même temps d'assez indispensable si on veut savoir où on va, quelle est la finalité de ce projet IoT machine to machine. Derrière, ça va être d'identifier les cas d'usage. On a vu que tous les domaines de l'industrie pouvaient être couverts par ces solutions-là. L'idée, ça va être d'essayer de verticaliser un peu des cas d'usage par rapport à des solutions qu'on recherche, par rapport à des bénéfices également qui sont recherchés. Donc l'importance de réaliser, je dirais, une partie audit, se projeter également sur les finalités et essayer d'avoir dans cette projection si possible, des retours sur investissement, essayer de quantifier ces retours-là, savoir si ça vaut vraiment le coup d'aller sur l'étape d'après ou pas. Il y a également la faisabilité technique, la disponibilité également technique des technologies. La troisième étape, ça va être de définir une stratégie, comme le disait Julien très bien juste avant sa présentation, notamment est-ce que je fais en interne ou est-ce que du coup j'achète, c'est-à-dire est-ce que je fais faire ou est-ce que j'achète, notamment une solution prête à l'emploi disponible sur le marché, une solution on va dire étagère, c'est notamment ce qu'on retrouve énormément chez nous, c'est uniquement des solutions étagères dans le groupe 2AR et ses agences. Donc là, c'est assez important d'identifier cette stratégie-là et puis derrière de la maintenir sur l'étape 4, 5, 6. Ce qui va être important, c'est notamment d'identifier également les partenaires une fois qu'on a décidé si on voulait faire ou acheter sa solution. Identifier les partenaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on a tendance à dissocier nous en trois parties, l'acquisition, la transmission et l'exploitation des données. On va identifier des partenaires sur chaque maillon de la chaîne avec, si possible, ce que je préconisais en amont, des solutions interopérables, des solutions standards, ouvertes, évolutives et non propriétaires. Derrière, ça va être, je dirais, 4 et 5, ça va être un petit peu similaire, ça va être le côté étude, voilà, vraiment aller sur une solution de sourcing pour trouver la bonne solution, définir des technologies, identifier, je dirais, les bonnes technologies. Derrière, dans la foulée quasiment, ça va être, vu qu'on est quasiment prêt à partir, ça va être le POC. Donc le POC, c'est le démonstrateur. C'est le concept un peu qui va permettre d'expérimenter sur le terrain, savoir si ça vaut vraiment le coup d'aller sur la dernière phase d'industrialisation ou non. Alors sur cette phase de POC, ce qui est important de garder en tête, c'est d'intégrer les équipes terrain, c'est-à-dire si une personne est dédiée, je dirais, à la mise en place dans l'industrie de ces solutions-là, c'est d'intégrer toutes les parties prenantes. On a vu qu'en fonction des cas d'usage sur l'étape 2 que vous avez défini, il y avait des domaines et des secteurs et des départements dans votre usine qui sont plus ou moins concernés pour ce que vous avez décidé de mettre en place. Donc c'est important de les impliquer dès le départ là-dessus, et encore plus sur l'étape de POC, parce qu'ils vont pouvoir faire monter en compétence ce POC pour aller derrière sur la partie industrialisation ou pas. Et derrière, c'est, je dirais,
intéressé, on y va. Le POC est validé ou non. Alors le POC, du coup, petit investissement si on décide de l'arrêter. Et si on y va, je dirais, bah, on va à plus grande échelle, à son rythme. C'est important également de pouvoir également aller à son rythme. Mais l'idée, ça va être derrière de passer en production un peu plus en masse et derrière bah, de tirer tout de suite profit des bénéfices de cette industrialisation-là avec l'adaptation des méthodes de travail, avec l'amélioration des outils de production, l'amélioration du service client, les retours d'expérience, ce genre de choses. Juste Donc pour voilà, à compléter, peu parce près que les différentes étapes. Il faut essayer de jauger où est-ce qu'on en est, quelles sont les prochaines étapes, je dirais, à aller pour avancer étape par étape. Il y a deux choses que je veux dire sur cette slide-là. Il y a 3 semaines, on a fait un webinar, notamment sur un sondage qui décidait, dont le but, pardon, était de savoir où vous en étiez. Donc, on avait à peu près 90 personnes qui étaient connectées et qui avaient plus ou moins répondu au sondage qu'on avait fait. L'idée, c'était de savoir est-ce que vous êtes sur l'étape 6, passage en production, est-ce que vous êtes sur l'étape 5, sur un POC, ou est-ce que vous êtes sur l'étape, on l'avait pas autant dissocié, mais vous avez, entre guillemets, même pas commencé. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 15% des gens qui étaient sur une étape d'industrialisation, c'est-à-dire l'étape finale où voilà, ils avaient vraiment géré fait toutes les étapes en avant. Il y avait une dizaine, vingtaine de pourcents qui étaient également sur l'étape précédente, l'époque. Et tout le reste, en fait, était sur les étapes précédentes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore commencé. Alors, peut-être ils étaient dans la phase d'étude, peut-être identification des cas d'usage, peut-être pas encore défini d'objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, on parle beaucoup de smart industry depuis des années, avec des termes assez marketés, industrie 4.0, industrie du futur. Il y a beaucoup de success stories également de grands industriels et un peu de fleurons de l'industrie en France qui communiquent sur cette smart industrie. Par contre, voilà, il faut se rassurer, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui ont réellement commencé à industrialiser et à passer ça en production. Donc, c'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour commencer. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire sur cette slide-là. juste pour Dernière slide qui préciser, a, je dirais, une connotation un peu pédagogique, vu qu'on parle de solutions IoT et M2M au profit, je dirais, de la smart industrie et principalement de vos équipements industriels et de votre process industriel. Voilà, quelque chose d'assez pédagogique qui consiste, pardon, à décrire qu'est-ce que l'IoT. Donc l'IoT rapidement en une phrase. Hein. Solution basée sur des technologies sans fil, et notamment basée sur des protocoles radio bas débit. Donc on a principalement dans l'IoT, on va dire, la partie LoRaWAN, la partie Sigfox. Et en face de ça, on a des solutions plutôt machine to machine qui sont elles basées sur des réseaux de télécommunications avec des opérateurs télécoms, on va dire, institutionnels, et notamment sur des technologies 2G, 3G, 4G. On ne parle pas forcément de ce qui va arriver derrière, parce que voilà, c'est encore assez peu effectif en place mature pour suffisamment en parler. Mais on pourra peut-être faire des webinars dédiés sur les solutions LTE-M, NB-IoT et 5G lorsque ça sera un petit peu plus mature, tout ça. La solution filaire également peut rentrer dans le cadre de la DSL et du Wi-Fi peut rentrer dans les applications machine to machine. Rapidement, 1 ou 2 minutes pour essayer d'avancer sur ce qui est concret, on va dire les cas d'usage hardware et Keyron derrière. La partie IoT, on va plus ou moins être sur des solutions avec des capteurs sans fil, donc des capteurs voilà, sur batterie, qui vont être alimentés sur batterie ou qui peuvent être alimentés avec une alimentation secteur. Mais voilà, on est sur des petits capteurs comme ceci. Sur la partie machine to machine, on est plutôt sur des solutions alimentées, donc principalement sur secteur ou si on est dans la nature, dans l'environnement, peut-être sur batterie externe. Sur l'IoT, on est plutôt sur des solutions verticales, c'est-à-dire qu'on a un capteur qui va être dédié à un cas d'usage. On va acheter un capteur qui va nous faire une détection de vibration. On va acheter un capteur qui va nous faire une mesure de température, d'index d'énergie active, réactive, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur une solution métier verticale et qui va faire qu'on va être borné à ce cas d'usage-là. Sur les solutions machine to machine, on va pouvoir être, notamment parce qu'on va avoir des solutions multi-protocoles, comme on le verra après, on va plutôt être sur des solutions mixtes, qu'il va falloir définir, je dirais, en amont pour dire à la gateway, au modem, à la passerelle, à quoi je me connecte et qu'est-ce que je veux aller récupérer. Donc ce qui veut dire, c'est que la ligne d'après, l'IoT, on est principalement en parallèle du process. On vient pas s'intégrer, je dirais, physiquement sur le process, vu qu'on est sur du sans fil et vu qu'on est sur une solution verticale. L'idée, ça va plutôt être d'apporter une mesure qui n'existe pas aujourd'hui dans le process, ou sinon parce qu'on a envie de mixer tout ça au process. Contrairement aux machine to machine, où comme je vous disais, on va se connecter à un automate, à un variateur, à un IHM, à un pupitre, à un SCADA. Donc là, on va plus ou moins être quand même raccordé au process. D'un point de vue fréquence de scrutation, d'échantillonnage, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie IoT, on est quand même principalement sur des données, on va dire,
non temps réel, alors sauf pour les alarmes lorsqu'on veut détecter des alarmes sur du changement d'état ou du dépassement de seuil, mais principalement, voilà, on va être sur des données dans le temps qui vont être différées dans le temps de plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures. Machine to machine, en face, on va plutôt être sur du temps réel. On va avoir la capacité, en tout cas, de faire du temps réel, si on le veut. En termes de volumétrie de données, l'IoT, on a très peu de données, notamment parce qu'on est borné vis-à-vis des tuyaux, notamment ces protocoles qu'on appelle radio bas débit. Ils sont bas débit pour faire de la longue distance, et pour faire de la longue distance, eh ben, du coup, on communique assez peu souvent et sur des paquets de données qui sont assez étroits. Donc, on va plutôt être sur une quantité de données qui est assez mince, contrairement aux machine to machine, où on va plutôt être sur quelque chose au choix à définir encore une fois sur si on veut remonter peu de données, si l'équipement nous permet de remonter peu de données, ou beaucoup de données si l'équipement nous permet de remonter beaucoup de données. Ce qu'on verra après dans les cas d'usage également, une différence entre deux solutions. Et dernier point, pour la dernière différence entre l'IoT et le M2M, il y en a plein d'autres, hein, c'est pas exhaustif, on va dire c'est les principales pour cadrer un peu les deux secteurs. C'est le côté intelligence, non-intelligence. Sur les solutions IoT, je dirais, on a assez peu d'intelligence dans les produits, dans le sens où le produit est fait pour, je dirais, faire une mesure de sa température, d'humidité, du CO2, de son analyse vibratoire, et derrière de pousser la donnée. Voilà, il n'y a pas de traitement, je dirais, au niveau de l'IoT, il n'y a pas ce qu'on appelle de edge computing dans le capteur. Sur la partie, il y a quelques capteurs qui le font quand même, mais dans la majeure des parties des cas, il n'y en a pas. Sur la partie machine to machine, il y a de l'intelligence souvent qui est disponible dans les systèmes, qui va nous permettre de faire le choix des données à remonter, faire de la remontée uniquement sur changement d'état, commencer à faire du edge computing avec notamment de l'analyse de données au niveau du edge, c'est-à-dire au niveau de la gateway, au niveau de la passerelle et du modem, et derrière remonter une donnée uniquement, je dirais, filtrée et déjà peut-être valorisée avec des précalculs sur les plateformes comme Caron. Donc voilà à peu près les différences entre les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, grosso modo, vous avez deux cordes à votre arc. Vous avez l'IoT d'un côté, vous avez le machine to machine dans ce qu'on parle aujourd'hui, là, ensemble, tous ensemble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas soit l'une, soit l'autre. Généralement, c'est les deux. On varie en fonction de vos cas d'usage et de vos besoins et de vos applications, soit sur l'IoT, soit sur le M2M. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux solutions à vous proposer. Et je dirais, il faut nous solliciter sur vos cas d'usage pour aller plutôt vers une solution IoT ou plutôt une solution M2M en fonction de ce que vous voulez remonter de votre application ou de celle de votre client. Voilà ce qu'il faut retenir un petit peu sur cette partie et ces quelques slides pédagogiques. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer sur les solutions IoT. Donc, on a essayé de vous choisir quelques solutions, je dirais IoT. Donc, au niveau des capteurs, très rapidement, parce qu'on l'avait montré déjà il y a 3 semaines, il y a plusieurs technologies qui existent sur les solutions IoT. Il y a principalement le LoRa, Sigfox, mais il y a également le WMBus et le Alta sur certains cas d'usage et certains capteurs. Et aujourd'hui, au niveau des fabricants, dans le groupe 2AR, on travaille avec beaucoup de fabricants. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un choix, c'est une volonté d'être un peu multicarte sur les fabricants IoT. D'une part, c'est historique avec certains fabricants comme Adonis ou Endless, parce qu'ils ont toujours été notre portefeuille. Pour d'autres, je dirais NKE, iWatch, Ursalink, on est allé chercher de la complémentarité, c'est-à-dire des capteurs qui n'existaient pas dans les portefeuilles de nos fabricants historiques. Donc ça permet d'avoir une force de proposition qui couvre le champ des possibles sur vos cas d'usage. Et après, on a plutôt des fabricants qui sont sur des solutions verticales, des solutions très métiers, très spéciales et très pointues. C'est le cas de EcoAdapt, Nexelec et Bob Assistant des Hollande et d'IHM Pacific, où c'est typiquement des fabricants qui proposent un ou deux capteurs pour un cas d'usage bien spécifique. Donc voilà, donc l'avantage que ça a, c'est qu'en nous sollicitant sur vos applications, nous aller piocher dans les portefeuilles de l'un ou de l'autre pour avoir soit la bonne solution technique, soit la bonne solution économique si on a deux fabricants qui ont la même solution. Donc au moins vous avez la bonne solution technique et la solution la plus économique. Au niveau du capteur, voici à peu près, je dirais, l'éventail des capteurs qu'on a. Donc c'est tout secteur confondu. Là, c'est pas que Smart Industry. Et bah voilà, je vous laisse une 30 secondes un peu pour regarder ces différents cas d'usage. Et du coup, les slides d'après, on vous montre un petit peu ce qu'on a choisi, je dirais, pour des cas d'usage un petit peu plus industriels. Donc voilà, on voit tout type. Là d'ailleurs, on a fait un éventail sur les images que vous avez à droite. Voilà, différents types de capteurs, de format de boîtier, de solutions.
Allez, on y va vite. Le temps file. Alors sur la partie IoT, on a une première solution qui est une solution de ventilation. Donc là, l'idée, ça va être de monitorer en fait le delta de pression atmosphérique avec ce petit capteur. Donc c'est un capteur du fabricant qui s'appelle Adonis. Donc, voici la taille que ça fait. C'est un boîtier IP68. Donc pour des utilisations plutôt pointues, avancées dans des environnements assez sévères. Disponible en LoRa ou en Sigfox. Donc vous allez pouvoir rentrer via des flexibles les flux d'air entrant et le flux d'air sortant, et également avec un contact sec, monitorer par exemple l'état d'un pressostat, et avec un capteur analogique, une entrée analogique, potentiellement la consommation électrique. Voilà sur le petit produit. Voilà, donc on vous présentera le dashboard tout à l'heure en temps réel. Donc effectivement, c'est un produit qui a plusieurs cas d'usage, notamment par exemple l'encrassement de filtres sur des caissons de ventilation, sur des centrales de traitement d'air, euh, ou pour vérifier uniquement par exemple qu'un caisson de ventilation est en marche, pas forcément justement pour l'encrassement, avec un différentiel de pression atmosphérique par exemple. Euh, donc ça, c'est un cas d'usage aujourd'hui qui est en bundle sur la marketplace d'Orange, qui inclut donc la connectivité, la plateforme et le capteur. Donc tout ça revendu par 2AR au travers donc de la marketplace d'Orange. Donc vous pouvez directement euh, visualiser le contenu du bundle sur le site d'Orange. Et on verra la partie live un petit peu sur la fin. Donc on va balayer les différents dashboards et vous verrez après directement sur la plateforme un petit peu à quoi ça ressemble et quelles sont les fonctionnalités qui sont intégrées à ce type de dashboard. Je te laisse passer, Olivier. Alors, on n'a pas le son, Olivier. Mon micro était éteint. Excusez-moi. Oui, je disais, je parlais tout seul. Du coup, voilà, j'ai été passé à la slide surveillance parce qu'on a pas mal de cas d'usage dans l'industrie sur ce genre d'application-là. Monitorer des cuves, monitorer des silos, monitorer des cuves d'eau, de fuel, ou tout type de fluide, on va dire, ou de matières premières potentiellement. Le capteur, je l'ai pas forcément avec moi parce que c'est une nouvelle solution avec notre partenaire Ursalink qu'on propose. Donc il est en cours de livraison. Malheureusement, je l'ai pas reçu à temps pour vous le présenter. Solution pareille, assez industrielle et assez flexible pour ce type de cas d'usage-là. On vous le montrera une prochaine fois, hein, du coup, lorsqu'on l'aura en notre possession. Voilà, donc ça peut être du monitoring de cuves, différents types de cuves. Donc les dashboards sont soit gérés sur étagère prêt à l'emploi, donc générique, soit customisables par les équipes d'IoSync, soit directement par vos équipes au travers du studio. Et donc on verra peut-être un petit peu plus en détail cette partie studio pour comment customiser justement cette interface de manière très simple, sans forcément avoir des compétences en développement. Euh, voilà, donc là c'est basé sur ce type de capteur présenté Olivier. Mais ces dashboards sont génériques et donc interfaçables sur différents types évidemment d'équipements. Merci. Un autre cas d'usage qui concerne aussi l'industrie, ça va être tout ce qui va être télé-relève de compteur, analyse énergétique, analyse de consommation énergétique. Donc là, j'ai un capteur pardon, qui est ici. Donc ça peut soit être avec des interfaces impulsionnelles sur vos compteurs d'énergie, soit sinon avec des solutions de sous-comptage, donc avec des sous-compteurs de ce type-là. Donc avec une solution EcoAdapt, donc qui va permettre de réaliser des plans de sous-comptage dans le LGBT. Donc voilà, ce qui est intéressant, je dirais, alors autant pour le bâtiment, mais que l'industrie avec vous qui êtes présent aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir du coup adresser toute cette comment dire, répondre toute cette partie un petit peu qui peut être réglementaire des fois, et également dans le but d'une optimisation énergétique. Voilà, et encore une fois, vous avez donc un panel de dashboards et de cas d'usage qui sont je dirais, sur étagère pour du suivi, par exemple, de consommation électrique, consommation d'eau, gaz, etc. Et donc, ces dashboards sur étagère vous permettent d'utiliser les produits qui sont proposés par Olivier. Donc là, on a parlé d'EcoAdapt sur la partie électrique, sur du suivi, par exemple, des consommations d'un TGPT par exemple, et on peut très bien mesurer les consommations sur les différents départs, créer des alertes, dépassements, etc. Faire de l'analyse, optimisation peut-être aussi derrière, mais aussi mettre des équipements peut-être un peu plus simples pour faire du report
d'impulsion, connecter ça sur des compteurs, connecter ça sur sur des compteurs d'eau, donc avec du report d'impulsion, sur du TIC par exemple, pour récupérer les consommations d'énergie aussi en fonction des tranches tarifaires, et sur du gaz également pour récupérer encore une fois les impulsions et mesurer les consommations sur, de manière je dirais assez fine si on le souhaite, puisqu'on va pouvoir descendre sur, dans le cas du LoRa ou du Sigfox, sur une périodicité de toutes les 10 minutes à peu près, alors que sur des technos un peu plus orientés justement machine to machine, c'est le cas par exemple si on peut aussi connecter de l'EcoAdapt derrière une gateway qui communique en cellulaire et remonter des informations vraiment très précisément, on peut aller de l'ordre de la seconde si on le souhaite. Ouais, ça dépend des usages derrière, quoi. Bob Assistant. Donc là, on aura 2 slides parce que le produit est assez innovant, assez nouveau également chez nous. Et puis parce qu'il y a beaucoup de demandes également depuis que nous, on le distribue chez 2R sur ce petit capteur. Donc voilà, on s'est dit que ça méritait, je dirais, une petite slide de plus. Donc ce produit-là s'appelle le Bob Assistant, fabriqué par la société française Eolan. Donc c'est un capteur de vibration, donc c'est-à-dire, oula, pardon, c'est un capteur de vibration. Il est tout petit, du coup il m'a échappé des mains. Capteur de vibration avec qui inclut un accéléromètre et une mesure de température. Donc c'est un capteur très industriel IP68 qui fonctionne sur batterie uniquement, avec une autonomie qui est donnée sur 2 ans, avec la possibilité de remplacer la pile, c'est assez important. Si vous voulez, je dirais, faire une bonne maintenance de ce capteur-là si la batterie tombe. En termes de cas d'usage et en termes de surtout de simplicité, parce que c'est la vraie promesse de ce capteur-là, c'est ce qu'ils appellent, je dirais, chez Eolan, l'algorithme et l'intelligence artificielle qui est intégré dans ce capteur. Donc tout à l'heure, quand je parlais qu'il y avait sur la plupart des capteurs IoT du marché, il y avait peu d'intelligence dans le sens où on faisait une mesure et on poussait la donnée. C'est le contre-exemple sur le Bob Assistant parce que lui est capable de faire notamment un apprentissage automatique du fonctionnement d'une machine. Donc il a cette intelligence-là. Et également, il ne fait pas que pousser de la donnée, il pousse de la donnée qui est déjà calculée, c'est-à-dire qu'il pousse des pourcentages de dérives des pourcentages de dérives vibratoires, pardon, sur les solutions comme Kiron. Donc on le verra un petit peu après. Donc voilà, c'est assez important parce que lui, pour le coup, contrairement aux autres capteurs, il est assez intelligent. En termes de mise en service, c'est assez simple, pas d'infrastructure, parce qu'on a la solution, je dirais, grâce au LoRa, qui permet d'être en bout de chaîne tout intégré, soit en public avec des opérateurs X ou Y, soit je dirais en privé avec une gateway qu'on propose également. Pas de câblage, produit je dirais hop, aimanté, vous pouvez l'aimanter sur votre machine où vous voulez, et également pas de configuration. On a uniquement je dirais un bouton d'activation une fois qu'il est sur la machine, et derrière il fait son apprentissage automatique de la machine. Fonctionne comment fonctionne la machine, apprentissage qui peut durer quelques heures, puis plusieurs jours ou quelques semaines. Donc c'est un assistant, je dirais, qui est plutôt dédié à maintenance prédictive sur vos équipements industriels, moteurs, groupe froid ou ce que vous voulez, dont le but va être de prévenir des pannes ou de réduire, je dirais, des arrêts d'urgence avec une analyse notamment vibratoire qui va être assez fine et qui va permettre de détecter des dérives qui sont pas détectables notamment ni à l'œil par un opérateur ou un responsable de production ou de maintenance, ni qui peuvent être audibles. Donc voilà, assez important. Donc c'est un petit assistant à avoir à côté de chez soi dans son industrie. Et donc on a encore une fois un dashboard qui est prêt à l'emploi sur étagère pour ce type de capteur-là. Donc l'avantage, c'est qu'Olivier est capable de fournir la solution vraiment en clé en main. Le capteur, la connectivité et la plateforme. Prêt à l'emploi, donc en quelques clics, vous avez déployé votre solution d'analyse vibratoire à moindre coût et en quelques clics. Alors, juste pour info, on a terminé sur les solutions IoT qu'on voulait vous présenter. Quand, je dirais, on va passer sur la plateforme de Julien, il y aura d'autres cas d'usage pour ceux qui ont encore le temps, je dirais, de voir plus de cas d'usage qui ont été faits avec nos capteurs et, je dirais, les solutions verticales de Julien, notamment les dashboards qui sont disponibles dans Keron. Donc voilà, c'était une petite liste pour pas trop en faire, puis pour passer également sur la partie machine to machine. Donc sur les solutions machine to machine, on va principalement en voir deux. La première solution, c'est la solution qui s'appelle Avior. La solution Avior, c'est ce petit équipement-là, qui est un modem 2G, 4G ou Wi-Fi, qui va notamment être dédié sur la télésurveillance, la remontée d'alarme et le pilotage de vos équipements industriels.
Donc c'est un petit boîtier qui, on va dire, suffit plus ou moins à lui-même, dans le sens où vous allez pouvoir l'alimenter comme vous le voulez, une alimentation externe ou avec une alimentation, je dirais, solaire, par exemple. Il intègre également une batterie de secours qui est incluse en cas de défaut de l'alimentation secteur. Et derrière, l'idée, c'est que il va être équipé directement. Il n'a pas de communication, il n'a pas de gestion de protocole, on va dire physique. On verra qu'il y en a un avec le mode bus derrière, mais on sans fil. Mais le principal cas d'usage, ça va être de venir câbler physiquement des entrées tout ou rien, des entrées analogiques 0,10 ou 420 milliampères, et également des sorties relais. Et derrière, de faire une acquisition, je dirais, soit en réel, soit déportée dans le temps pour renvoyer ça à la plateforme Kiron. En termes de connectivité, il est assez souple parce qu'il intègre du Wi-Fi avec un point d'accès ou un Wi-Fi client. Et il intègre également du Bluetooth, de l'infrarouge ou du Vigan si vous avez différents cas d'application qui nécessiteraient ce genre de connectivité-là. Voilà, un produit un petit peu entrée de gamme, économique, mais qui sait faire quand même pas mal de choses. En termes de fonctionnalité, donc du coup, la première fonctionnalité, ça va être nos entrées physiques, tout ou rien ou analogiques. Ça va être de générer des alarmes sur défaut. Donc, ça va être de vous prévenir en temps réel, donc soit par SMS, mail ou appel vocal, avec notion de basculement si on n'a pas d'inquiétement, également notion de planning horaire si on veut gérer des astreintes, la notion d'alarme. Donc, plutôt le côté télésurveillance à distance. La deuxième fonctionnalité, c'est de gérer des règles via des logiques, via des configurations logiques. Vous allez pouvoir, avec des conditions, des actions ou des événements, gérer tout un tas de règles qui vont permettre, lui, de manière autonome et automatique, de le faire communiquer avec Kiron ou vice-versa. Une notion utilisateur qui est assez importante, une gestion de différents droits utilisateurs et également de groupes d'utilisateurs. Et comme je le disais juste avant, possibilité de gérer tout ce qui est planning horaire pour gérer des astreintes. Une autre fonctionnalité qui est importante, c'est la possibilité de gérer des télécommandes. Donc, soit avec SMS, directement avec son téléphone, soit avec de la voix, avec le DTMF, et sinon avec des portails web, notamment comme la solution Kiron, on le verra juste après dans le monitoring Kiron, on a la possibilité de piloter directement les sorties depuis une plateforme web, donc soit en web, soit en mobile. Autre fonctionnalité, le Wi-Fi. Le Wi-Fi va nous permettre d'avoir un accès soit à Internet, soit sinon de gérer un serveur Modbus TCP. Et derrière, dernière fonctionnalité, ça va être la notion de portail d'accès qui est importante pour l'administration, la configuration, le pilotage à distance. Donc toute la partie, on va dire, management des devices à distance et également la possibilité sur Kiron de gérer ça depuis une plateforme unique. En termes de cas d'application qu'on peut faire et qu'on peut couvrir avec ce produit-là, donc le premier, c'est évidemment, je l'ai déjà dit, c'est l'envoi d'alarme sur défaut. J'ai un défaut, un contact on-off, j'envoie un SMS, un mail ou un appel vocal. Deuxième cas d'usage, ça va être la recopie d'entrée-sortie. J'ai mes deux aviors l'un en face de l'autre. J'ai mes entrées, une lorsqu'elles changent d'état, qui vont communiquer avec mes sorties de mon autre avior en face pour aller piloter les sorties, je dirais, de l'avion numéro 2. Et vice-versa, avec notion d'acquittement et autres. Donc de manière automatique. Troisième application, ça va être possibilité de gérer une supervision en local, mais déportée, parce que problématique de connexion filaire principalement. Donc on va gérer ça en Wi-Fi, on va avoir une multitude d'aviors qui vont se connecter en Wi-Fi à un point d'accès, et derrière, grâce au Wi-Fi, va nous permettre de gérer de la communication Modbus TCP en temps réel avec une supervision sur votre installation. Donc assez pertinent si vous avez des cuves, si vous avez du traitement d'eau, si vous avez des compteurs d'eau un petit peu éparpillés, je dirais, sur votre site industriel. Après, on a des applications, tout ce qui est dédié contrôle d'accès avec les applicatifs Vigan et Bluetooth. Donc qui permettrait également de gérer toutes ces applications-là, si vous le voulez avec ce même produit. Et puis la dernière qu'on monte, mais il y en a également plein d'autres, c'est la notion d'hypervision. Donc c'est notamment avec la solution Kiron. On a une multitude, je dirais, de petits sites éparpillés sur la nature. On va utiliser cette solution M2M Avior pour remonter des données en temps réel et derrière les afficher sur Kiron, et que Kiron derrière vous donne la possibilité d'aller les piloter à distance depuis une plateforme unique où vous voyez tous vos petits boîtiers dans la nature. Voilà, donc vous retrouvez un template, encore une fois sur étagère, hein. Donc il y a tout ce travail d'intégration qui est fait en amont par les équipes d'IOSync, qui permet justement d'aller vite, de pouvoir déployer vraiment votre application métier rapidement, sans avoir besoin de développer quoi que ce soit. Donc dans ce template-là, vous avez évidemment la visu en temps réel des entrées-sorties de votre boîtier, la possibilité d'activer à distance des sorties relais, de géolocaliser parce que
Le boîtier est aussi équipé d'un GPS. Euh, et également de pouvoir configurer à distance, à partir justement de la plateforme, le type d'entrée que vous souhaitez utiliser. Donc, vous pouvez très bien configurer une entrée en 0.10, en 4.20, en Tor, directement à distance à partir de la plateforme. Donc, il y a tout ce travail-là qui a été fait en amont, qui est disponible, qui peut être packagé par Olivier, justement, avec, encore une fois, le boîtier, la plateforme. Euh, et donc, grâce à la plateforme, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir une vision, euh, je dirais, multi-site pour accéder à l'ensemble de votre parc déployé. Ça peut être sur un ou plusieurs sites. Et d'avoir aussi des tableaux de bord qui peuvent être synthétiques sur l'ensemble des devices déployés pour savoir quels sont les équipements qui peuvent être en défaut et intervenir directement sur l'équipement en question. Voilà. Donc il y a un mode, je dirais, une grosse force de la plateforme, c'est d'avoir cette fonctionnalité d'hypervision pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Et évidemment, comme à chaque fois, au travers du studio, vous avez la possibilité de faire évoluer ces templates-là qui sont sur étagère et de les personnaliser, d'ajouter des logos, ajouter des fonctionnalités de manière très simple pour pouvoir les orienter davantage sur peut-être votre métier, représenter la photo de votre machine ou autre en tout cas, mais tout ça paramétrable à partir directement du studio. Donc voilà pour la VR, sur la première petite solution machine to machine. La deuxième solution, c'est l'E1 Flexi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent déjà de nom, également parce que vous êtes pour beaucoup clients déjà de cette solution-là. Donc l'idée, c'est qu'on va voir un peu pour ceux qui connaissent pas ce que fait le produit très rapidement et surtout comment l'utilisent certains clients avec la plateforme Caron pour avoir une solution, je dirais packagée de bout en bout, de l'automate, de la passerelle Flexi vers la solution de monitoring de Julien Caron. Donc sur la partie E1 Flexi, donc on est plutôt sur une passerelle, sur un modem, sur un routeur. On peut l'appeler un petit peu comme on veut parce qu'il sait faire un petit peu tout ça. C'est un peu le couteau suisse, l'E1 Flexi chez nous. Donc on va l'appeler, on va dire, les passerelles IoT, notamment dédiées à la collecte et à l'envoi de données. Euh, donc, première caractéristique de fonctionnalité, c'est le côté modem routeur VPN, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la télémaintenance d'automates ou de vos outils industriels à distance. Voilà, c'est assez intéressant et important pour les prestataires externes, pour les fabricants de machines, pour les automaticiens, pour les responsables de production et de maintenance. La capacité, s'ils sont déportés de l'outil industriel, de pouvoir intervenir à distance ou simplement faire un diagnostic à distance. En termes de caractéristiques, je vais dire pures et dures. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est sur un produit modulaire, donc sur lequel on a de base un switch 4 ports avec une connectivité Ethernet avec un switch Ethernet pour vos équipements réseau et une connectivité WAN pour la connectivité, je dirais, à la DSL au réseau du client ou à votre réseau à vous. Derrière, on fait le produit qu'on veut, on le panache comme on veut, donc on a toute une liste de cartes d'extension qui sont disponibles pour apporter du backup Ethernet ou de la connexion à Internet supplémentaire ou des interfaces terrain avec des ports série, des entrées-sorties, des interfaces USB. Si vous avez différents équipements de ce type-là avec ces interfaces-là à interconnecter sur l'E1 Flexi, donc carte d'extension qu'on vient afficher dans la base principale, ce qui en fait un produit assez évolutif en fonction de l'évolutivité également des technologies. On parle de 3G, on parle de 4G, on parle demain de 5G. Voilà, là typiquement on a de la 4G, on l'enlève, on passe à la 5G et hop, le produit reste en place. C'est également une passerelle multiprotocole, c'est ça qui est hyper important là sur ce produit-là, c'est-à-dire que tous ces protocoles que vous voyez là, je dirais, sont intégrés nativement dans la passerelle E1 Flexi. Donc, vous allez pouvoir dialoguer avec vos variateurs, avec vos automates, avec votre pupitre, avec vos SCADA, qui soient en mode bus, en backnet, en OPC UA, parce qu'on intègre le mode client et le mode serveur. Donc c'est une passerelle unique, un peu agnostique vis-à-vis de vos fabricants d'équipements de process, et sur lesquels on va pouvoir du coup faire de l'acquisition. En termes de fonctionnalités, rapidement, voilà, tout va être synthétisé là-dessus. Les fonctionnalités de cette passerelle-là, la première, je l'ai déjà dit plus ou moins, c'est l'accès distant VPN, avec la possibilité de faire des diagnostics ou de la programmation à distance. La deuxième, elle est liée à la notion de passerelle multiprotocole, c'est la fonctionnalité d'acquisition de données. C'est-à-dire vous allez pouvoir, vu qu'on sait lire des registres Modbus, des mots BACnet, des tags OPC, Profinet, ce que vous voulez, vous allez avoir la capacité de faire de l'acquisition de données dans vos équipements industriels avec de la lecture et ou de l'écriture. Si vous avez également envie à distance, notamment depuis la plateforme Caron, d'aller écrire dans votre process.
La partie historisation, donc c'est important également lorsqu'on fait des applications de ce type-là. On fait de l'acquisition, donc on fait aussi de l'historisation à l'intérieur de la passerelle E1 Flexi, donc dans une limite d'1 million de points qu'on sait déporter avec un emplacement SD. Si on veut étendre ou si on a un souci de connectivité Internet, je dirais étendre cette mémoire-là. Donc c'est une historisation qui peut être intelligente, parce qu'on sait gérer ça de manière intelligente grâce au Flexi, avec de la configuration avec son web server, donc soit de l'historisation cyclique, soit événementielle. L'autre fonctionnalité, c'est l'alarme. Donc lorsqu'on a des défauts de dépassement de seuil, différents niveaux de dépassement de seuil d'ailleurs, très très haut, bas, très très bas, avec différents types de notifications d'alarme, SMS, mail, Trapace NMP pour des supervisions locales. L'autre type de fonctionnalité, c'est des pages web. On veut avoir une petite synthèse, je dirais, des petits registres Modbus, Backnet, Profinet qui sont intégrés dans la passerelle Ibon Flexi. On va pouvoir, je dirais, graphiquement avoir une petite page web en page d'accueil du produit qui synthétise un petit peu ce qui se passe en temps réel, quoi. Sinon, l'idée derrière, ça va être d'envoyer ça soit en local à la supervision, soit sinon sur un service tierce type service cloud Caron. Dernière fonctionnalité, c'est les services Talk2M qui sont intégrés, qui sont inclus avec la solution E1 Flexi lorsque vous l'achetez. Le premier service, c'est le e-catcher, donc c'est le VPN. Donc les clients et le serveur VPN sont inclus avec la solution de Talk2M. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le Data Mailbox. C'est pour récupérer la donnée de vos E1 multi-sites, intégrer tout ça dans votre compte Talk2M et derrière, via des API qui sont disponibles dans Talk2M, qui vont permettre notamment à Kiron d'aller dire coucou, il y a un compte e-catcher qui a de la donnée, je vais aller le récupérer pour l'afficher dans ma plateforme. Donc, voilà sur les fonctionnalités. En termes de cas d'usage, en termes d'application, et après Julien prendra le relais sur les différents cas d'usage qui ont été faits avec la plateforme, et après on va aller dans la plateforme. Très rapidement, on a deux types d'utilisateurs, je dirais, de l'E1 Flexi, ce qu'on appelle les machines standalone, donc plutôt, je dirais, fabricants de machines. Donc on a tout un tas d'exemples, voilà, vous pouvez les voir, on va pas tous les balayer. Tout un tas d'exemples où on va pouvoir, je dirais, se connecter avec un E1 pour faire soit de la télémaintenance et ou de la télégestion et de la remontée de données. Les objectifs vont être un peu différent en fonction des métiers et des fabricants, mais je dirais quelque chose de assez similaire. Ça va être d'optimiser, je dirais, la partie maintenance, et notamment les coûts de maintenance, en réduisant notamment les frais de déplacement. D'optimiser également forcément le fonctionnement de la machine, en réduisant les pannes, en réduisant les arrêts d'urgence, en étant réactif sur le pilotage à distance de son outil industriel. Voilà principalement un peu les bénéfices et les objectifs pour lesquels utilisent nos clients les OneFlexi. Sur les usines à proprement parler, il y a tout un tas de cas d'exemples également. Ça peut être des gens qui fabriquent, on l'a vu sur toutes les industries qui étaient concernées, de l'agroalimentaire, de l'énergie, du transport, tout un tas de secteurs d'activité. Les bénéfices, je dirais, vont être voilà, d'améliorer son outil de production, de sécuriser un petit peu ses travailleurs et ses opérateurs, d'optimiser toute la partie également environnementale, répondre aux contraintes réglementaires. Donc voilà, tout ça, je dirais, soit dans une industrie A ou B, va être assez similaire. Voilà, l'idée est d'un petit peu optimiser tout ça. Je suis désolé, je suis obligé de passer un peu rapidement parce que vous êtes nombreux à, à vouloir, je dirais, décrocher. Donc, on a bientôt fini. Restez. On a bientôt fini. Vis-à-vis des objectifs, donc du coup, j'en ai parlé. Donc, Julien, pardon, va vous parler des cas d'usage. Voilà, ben, un cas d'usage, par exemple, qui a été déployé pour un loueur de groupe électrogène. Donc l'idée pour lui, c'était de pouvoir évidemment géolocaliser ses machines, donc son parc de machines déployé un petit peu partout en Europe, d'avoir une vue de synthèse avec l'état de toutes ces machines, savoir s'il y avait besoin d'intervenir sur site ou en cas de panne, on pouvait intervenir à distance pour pouvoir, ne serait-ce qu'acquitter une alarme ou autre, pouvoir piloter donc ces machines à distance également, et à la fin de la période de location, de sortir un rapport de fonctionnement pour démontrer aux clients que on a assuré un taux de disponibilité qui était proche du 100%, que on a fourni la puissance qui a été souscrite, etc., etc. Donc voilà un cas d'usage qui se prête bien justement, où à la fois l'E1 permet de communiquer directement avec le régulateur de la machine en lecture-écriture, hein,
Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et puis la plateforme qui permet de compléter un peu tout ça pour avoir une solution vraiment métier et de surveillance du parc complet, quoi. Euh, on va passer au slide suivant. Un deuxième cas d'usage qui est sur un fabricant de machines frigorifiques. Donc là, le but, c'est de pouvoir surveiller le circuit de réfrigération, circuit frigo, et donc de voir en temps réel, par exemple, l'état des compresseurs, des tendeurs, évaporateurs, condenseurs, etc., les pressions, les températures, calculer les temps de fonctionnement, par exemple, définir des seuils aussi de fonctionnement à partir desquels on va devoir faire de l'entretien sur les machines. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités comme ça qu'on va pouvoir faire côté plateforme au travers du studio de manière très simple. Donc là, on est plutôt sur une vue qui est, je dirais, technique, hein, mais au travers de la plateforme, on peut définir différents dashboards pour afficher justement des informations qui sont un peu plus techniques et plutôt orientées utilisation interne, technicien expert, etc. Et des vues qui sont plutôt client final avec des limitations sur ça peut être déjà sur l'écriture de certaines valeurs, des consignes, ce genre de choses, mais aussi sur l'affichage de données qui sont peut-être un peu trop techniques pour l'utilisateur final. Donc là, il y a un intérêt à piloter la machine à distance, faciliter le diagnostic, et notamment sur ce cas de figure-là pour ce client euh, qui fabrique donc ce type d'équipement qui est monté sur des gros skids et dispatché un petit peu de partout dans le monde, qui permet d'alimenter en froid des process industriels. Là, ils avaient des problématiques en fait sur l'une des machines qui était au Japon, où il y avait une panne qui n'était pas franche et qui mettait à chaque fois à l'arrêt la production du client. Et donc, ils envoyaient quelqu'un en express sur site, sauf que pendant les 3-4 jours qui restaient sur place, il n'y avait pas forcément cette panne qui revenait. Et donc, difficile à analyser, diagnostiquer et corriger le problème. Donc, après quelques jours, on a pu en mettre en place la solution globale et identifier la cause et donc déployer finalement ce type de système sur toutes les machines de manière native pour faciliter justement ces diagnostics en cas de panne. Et en fait, le retour sur investissement sur un cas de figure comme ça, il est immédiat. On peut passer Olivier. Un autre exemple qui est, alors celui-ci, alors c'est un industriel, un fabricant de vitrines réfrigérées, donc pour un usage plutôt dans le monde du retail, hein, dans les supermarchés, etc. Donc là, on est sur le cas d'une vitrine, par exemple murale, un type mural, comme vous retrouvez dans les différentes enseignes. Et là, l'objectif pour ce fabricant, c'était encore une fois, d'optimiser sa maintenance, hein, donc d'éviter des déplacements. Alors c'est à la fois un fabricant et un loueur de machines. Et la problématique, c'est dès qu'il y a le moins de soucis pendant une période de location, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un sur site. Et un déplacement, ça coûte parfois plusieurs centaines d'euros parce que on n'est pas forcément à proximité. Et dans une grosse partie des cas, je dirais l'intervention ne durait que quelques minutes puisqu'il y avait un paramètre à équiter ou un réglage à faire. Donc là, l'intérêt pour eux, c'était justement d'optimiser ces coûts de maintenance, limiter les déplacements, s'interfacer directement au régulateur, récupérer l'ensemble des points lecture-écriture sur la machine et pouvoir justement intervenir à distance. Mais également, dans un second temps, c'est aussi tout l'intérêt de solutions un peu de ce type, c'est de se dire, OK, il y a un intérêt pour nous, mais il y a aussi peut-être un intérêt pour le client final d'avoir une vision globale de son parc, de pouvoir ajuster aussi un point de consigne à distance sans se déplacer sur sa machine, de faire un envoi groupé, par exemple, d'un paramètre sur un parc déployé. On a eu le cas, par exemple, d'un client qui a à peu près 300 magasins équipés avec ses machines sur l'Australie. Et le client avait souhaité modifier les horaires d'ouverture de ses magasins. Il fallait modifier la programmation sur toutes les machines. Et donc là, à partir de la plateforme, on fait un envoi groupé sur l'ensemble du parc déployé. Et en quelques minutes, c'est fait. Alors que historiquement, le process était plutôt d'aller dans chaque magasin et modifier un petit peu les paramètres. Donc là, le retour sur investissement, encore une fois, est immédiat. Le client est content parce que on est hyper réactif. Donc on a voilà, des cas d'usage comme ça où effectivement les retours d'expérience permettent de démontrer un ROI qui est immédiat, quoi. Dans ce cas-là aussi, on a tout ce qui est suivi réglementaire, puisque le but, c'est aussi de suivre la température euh, dans le réfrigérateur, dans le frigo, dans le congélateur, et pouvoir vérifier, s'assurer que les températures sont respectées, éviter les risques
des pertes alimentaires. On a eu un cas d'ailleurs sur ce client avant la mise en place de ce système-là, qui me disait sur une période de Noël, ils ont perdu 9 000 euros de foie gras sur un frigo. Donc là, le retour sur investissement, encore une fois, il est vraiment immédiat. C'est bon, Olivier? Là, on est plutôt voilà, orienté sur le côté factory, hein. Donc, on a vu la partie standalone machine, donc vraiment les machines dispatchées un petit peu de partout. Là, plutôt sur de la factory, ou avec, on va retrouver sur la partie gauche, par exemple, tout un process industriel avec un circuit hydraulique, avec différents types d'organes. Donc là, on a un automate évidemment qui pilote tout ce process-là, et un E1 qui est connecté sur cet automate avec des points qui sont en lecture et également en écriture, qui permet d'ajuster certains paramètres, certains points de consigne, et de pouvoir faire de la mise au point à distance. Historiser également, ce qui est important, historiser les réglages qui ont pu être faits pour avoir toute une traçabilité de qui a fait quoi à quel moment, et pour pouvoir faciliter aussi le diagnostic. Donc voilà, sur la partie gauche, plutôt un process industriel. Sur la partie droite, on va être plutôt sur une usine connectée avec des différents usages. Alors là, on voit représenter quelques capteurs, mais il y a aussi des ION installés pour pouvoir piloter ou surveiller en tout cas des machines de production. Et également, par exemple, on voit un capteur à Denis là qui permet de mesurer un niveau de remplissage dans des cuves. Un second qui mesure la température, différents points de mesure, puisqu'il y a une version avec 2 sondes, et un autre petit capteur là qui permet de détecter par exemple des vibrations qui a géré multi-cas d'usage. Donc voilà un petit peu les cas d'usage, plutôt quelques exemples en tout cas de déploiement sur à la fois ce qu'on appelle la factory, vraiment dans l'usine, et plutôt des cas d'usage qui sont orientés machine standalone, où là la plateforme Kiron a tout son intérêt puisqu'il fait office d'hyperviseur et donc permet de surveiller tout un parc déployé un petit peu partout aux quatre coins du monde. Merci Julien. Alors on a fini pour ces quelques exemples, ces quelques slides où vous voyez un peu des produits et des vues qui run. Pour information, parce que vous êtes plusieurs à demander ça dans l'onglet questions, vous êtes plusieurs à vouloir récupérer la présentation, donc pas de souci, on vous l'enverra. On vous la déposera, vous pouvez la regarder, je dirais, à tête reposée. Là maintenant, il y a Julien qui va, je dirais, basculer sur sa plateforme Kiron, histoire que vous voyez un petit peu en quelques minutes, je dirais, comment ça s'articule tout ça. Donc Julien, je vais te passer la main. Ouais, ça devrait arriver. Alors, je vais couper la caméra pour la bande passante. Alors, visiblement, ça clignote, non? Je vais faire pareil. Ça clignote chez toi, Olivier, aussi? C'est bon. D'accord, ok. Ça pixelise un petit Euh, peu, mais c'est bon. d'accord, très bien. Alors, hop, on va vérifier quand même. Ok. Donc, voici la page d'accueil, hein, je dirais, de la plateforme, hein, Kiron-sp.io. Alors, juste pour montrer un petit peu la partie marque blanche, comme je vous le disais, la plupart des industriels, dès lors qu'ils souhaitent proposer un nouveau service à leurs clients, évidemment, ont besoin d'une solution en marque blanche. Et donc, la marque blanche s'applique aussi bien sur la partie web, mais également sur la partie mobile. D'accord. Donc, on va retrouver de la marque blanche chez certains clients, ben voilà, dont certains que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, une solution marketée, Ice Connect, et donc ils ont leur plateforme. Donc, on retrouve, je dirais, là, une structure assez similaire hein, à la plateforme aujourd'hui, mais avec toute une personnalisation, un nom de domaine qui est personnalisé, des conditions générales personnalisées, etc., etc. Donc, c'est de la vraie marque blanche. iOSync ne figure nulle part. Donc, vous pouvez très bien communiquer sur votre plateforme sans que vos clients puissent savoir qui est à l'origine, vraiment, qui est l'éditeur de la plateforme, euh, qui se cache vraiment derrière ce développement. Un deuxième exemple avec Raccord, donc justement, qui est une société qui fait de la location de groupes électrogènes, location de groupes électrogènes, chillers, des boilers également, etc., qui fait partie d'un groupe type un petit peu Loxam, où ils font de la location aussi de grues, etc., etc. Donc là, également, leur solution en marque blanche, avec leur page d'accueil, leur logo, leur nom de domaine, etc. La plateforme NG IoT aussi, qui est une plateforme aujourd'hui qui est plateforme NG, hein, qui est une plateforme utilisée aujourd'hui un petit peu de partout dans le monde, pas qu'en France, hein, également en Belgique, en Australie, sur toute la zone APAC, etc., qui est la plateforme IOSync qui est derrière. Hein.
Donc, encore une fois, en marque blanche avec l'application mobile qui va avec. Et peut-être un petit dernier sur P-Laser, qui est une société qui fait des machines de décapage laser et qui également a besoin d'utiliser la plateforme à la fois pour géolocaliser ses machines, mais également pour faciliter sa maintenance et diagnostiquer en cas de panne à distance, éviter des déplacements. Alors, on va se connecter sur la plateforme et on va essayer d'aller vite parce que le temps passe pour vous montrer peut-être quelques machines connectées directement en live. Alors, au niveau de la plateforme, vous avez sur la partie haute une gestion de ce qu'on appelle multi-tenant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des accès, des comptes, des contrats clients sur la plateforme. Chaque contrat client dispose d'une base de données et dispose de son interface d'administration. Donc, vous pouvez très bien vendre vos machines et donner des accès à vos clients tout en leur donnant des droits d'administrateur pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer ses propres utilisateurs, gérer ses propres notifications, etc. Voilà, donc on peut switcher d'un contrat à l'autre, en tant que super administrateur évidemment. Sur la partie gauche, donc là vous allez pouvoir classer vos installations, vos machines, vos capteurs, comme vous le souhaitez, donc créer toute une arborescence avec des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers. Et à tous les niveaux de cette arborescence, vous allez pouvoir créer des vues, donc différents dashboards. Donc une dashboard pour une machine, un dashboard pour un ensemble de machines, un dashboard pour par exemple toutes les machines qui sont affectées à une usine, etc., etc. Avec des droits d'accès différents à tous les niveaux. On va aller se connecter sur un équipement. Donc quand on clique sur le petit œil là, on va pouvoir accéder directement à la vue détaillée de cette machine, de la machine en question. Je n'ai pas un super débit, donc avec le partage c'est un petit peu long, mais on va faire avec. Donc voilà, un dashboard par exemple qui est prêt à l'emploi pour le Bob, on en avait parlé tout à l'heure. Donc on a tout un différents types également d'onglets qui permettent d'accéder à justement des dashboards complémentaires qui permettent de voir le temps de fonctionnement, la santé de la machine, d'autres types de données, on pourra voir en détail si vous souhaitez sur une présentation un peu plus détaillée, de générer des rapports aussi de fonctionnement sur vos machines pour pouvoir ensuite faire une analyse dans un second temps, pour effectuer des réglages, analyser toutes les trames éventuellement si on veut faire un diagnostic un peu plus technique, etc., etc. Donc là, on est voilà, vraiment sur le cas d'un template qui est dédié au Bob, c'est vraiment un template dédié au Bob, que Olivier peut vous proposer sous forme de package, de bundle avec connectivité incluse également. Alors, on va voir peut-être un autre cas sur des cuves. Donc là, encore une fois, sur des cuves, alors ça c'est un exemple, sur un client qui monitore des niveaux de stock, par exemple, sur de l'acide, formique, phosphorique, etc. On a également des templates qui sont prêts à l'emploi et qui permettent, en plus de ça, d'être complètement configurés de manière très simple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir le type de cuve, si c'est des citernes à bord plat, enfin différents types de cuves. Il y a à peu près une dizaine de modèles qui ont été prévus. Et il vous suffit de renseigner les dimensions de vos cuves et automatiquement, en fonction du niveau qui a été mesuré, on va être capable de calculer le volume dans la cuve et le volume restant. On va être aussi capable de mesurer, par exemple, au bout par rapport à la consommation sur les 7 derniers jours, au bout de combien de temps on va devoir venir recharger sa cuve. Et donc ça aussi, c'est un point important pour éviter d'être à sec sur ces matières premières, par exemple. D'autres cas d'usage, donc vibration, on était sur le Bob, le tank, on était sur les petits capteurs justement de mesure de niveau. Là, on va être par exemple sur un autre cas d'usage qui est plutôt sur des usines. Donc là, c'est un fabricant de cheminées qui permet de traiter les fumées des usines. Donc c'est surtout des déploiements qui sont aujourd'hui en Chine. Et donc ces équipements-là se connecter au travers des Iwan et on va pouvoir mesurer en temps réel certains KPI, certaines informations essentielles. Et puis faire son analyse, les pilotes à distance si on le souhaite, etc., etc. On a parlé tout à l'heure du process de réfrigération, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez le process en temps réel avec les pressions, les températures, des changements de couleur au niveau des images en fonction de l'état de chaque organe. Donc encore une fois, on est connecté au travers d'un D1. D1 est connecté en 3G sur la plateforme, du moins en VPN au travers de Talk2M, qui est tout l'environnement privé, comme l'a expliqué Olivier tout à l'heure. Et la plateforme aujourd'hui
à justement intégrer différents types de, ce qu'on appelle de connecteurs. Et l'un des connecteurs est le connecteur Talk2M, qui permet justement d'aller récupérer les données au travers des API disponibles mis à disposition par Iwan sur Talk2M, mais également de pouvoir écrire et de modifier certains paramètres à distance pour faire de la mise au point également. On a parlé des groupes électrogènes. Donc là, encore une fois, un client, on a vu tout à l'heure, qui fait de la location, peut voir en temps réel sa machine, peut la piloter à distance, peut modifier un mode de fonctionnement, peut définir des périodes de service à partir desquelles ils vont générer des alertes pour pouvoir faire de l'entretien. Donc ça, c'est aussi un point important et c'est quelque chose qu'ils utilisent régulièrement. Ils ont aussi interfacé la plateforme avec leur ERP, certains c'est pas des GMAO, des ERP, des CRM, etc. Et là, en l'occurrence, avec leur ERP, pour pouvoir aussi, à partir de l'ERP, alors éviter déjà de faire de la double saisie, et pouvoir affecter, attribuer un statut à la machine. Est-ce que c'est en période de location, est-ce que c'est en maintenance, est-ce que c'est en stock, etc. Tout ça, ça permet de filtrer aussi sur la map, par exemple, parce qu'il y a un tableau de bord général pour l'ensemble des machines, et donc de pouvoir filtrer les machines qui sont en cours de location sur la map et pas afficher celles qui sont également en stock, etc., qui a peu de sens de les afficher sur la machine. On a parlé d'un autre exemple tout à l'heure, les machines laser, voilà, donc un autre exemple aussi avec un fabricant. Là aussi, encore une fois, on utilise les Iwan pour voir l'état de la machine en temps réel, donc voilà, avec un changement de couleur, cette machine est installée par exemple en Australie, donc on peut faire pas mal de choses sur la machine aussi, faire un diagnostic, etc. Ça permet aussi, dans certains cas, on a le cas où des clients passent par des distributeurs pour vendre des machines. Là, ça permet de les géolocaliser, donc de savoir si le distributeur il respecte bien aussi ses engagements territoriaux et vend bien sur son territoire. Ça, c'était aussi des demandes qu'on avait eues. Et grâce à l'Iwan et au travers d'un petit script qu'on est capable de mettre dans l'Iwan, de vous mettre à disposition, on va être capable de remonter des informations, par exemple, de la carte SIM, et donc de faire une géolocalisation de l'ordre de quelques dizaines, voire centaines de mètres en fonction des zones dans lequel est installée la machine. On a parlé du delta-P tout à l'heure, donc delta-P, alors qui peut être utilisé aussi bien dans l'industrie, dans le smart building, bon, différents cas d'application, en tout cas à chaque fois qu'il y a des questions de ventilation, des centrales de traitement d'air, ce genre de choses. Donc là, on est plutôt sur un cas d'usage avec un caisson et une mesure de pression en amont et en aval du caisson. Donc tout ça pour, encore une fois, mesurer le degré d'encrassement du filtre et pouvoir faciliter et intervenir rapidement en cas d'encrassement et voilà, faciliter donc gérer la maintenance. Peut-être aller un petit dernier qu'on avait classé en Smart City, mais qui est au final très orienté aussi industrie. Par exemple, de la surveillance de tunnels pour la SNCF. Et donc là, on utilise des capteurs donc proposés par Olivier avec, il y a différents types de capteurs d'ailleurs, des capteurs avec des entrées-sorties pour faire par exemple du report, là en l'occurrence c'est surtout du report de statut et du report de défaut, récupérer par exemple des poires de niveau, l'état des poires de niveau, donc pour vérifier le niveau de remplissage du puits, récupérer les défauts au niveau du petit coffret de régulation des pompes de relevage. Il y a également un capteur 420 mA qui permet de mesurer également le niveau pour avoir une deuxième mesure, etc., etc. Donc tout ça est monitoré grâce à un réseau LoRa privé. Donc là, Olivier a la solution complète, c'est-à-dire gateway LoRa privé avec les capteurs qui permettent de faire du report tout ou rien, mais également du report, la mesure analogique, les antennes fort gain et ce réseau LoRa privé qui a été installé au travers du tunnel. Donc utilise cette gateway en tête de tunnel qui fait LoRa et 3G et qui remonte donc les informations sur la plateforme au travers de protocoles type MQTT par exemple, qui permet également de faire du bidirectionnel. Donc effectivement la CloudGate, là en l'occurrence on parle de CloudGate, qui est une gateway LoRa avec des slots aussi pour pouvoir mettre des cartes PHY, dont des cartes LoRa, utilise le protocole MQTT pour s'interfacer avec la plateforme. L'I1 aujourd'hui est interfacé sur la plateforme soit au travers de Talk2M, comme on l'a dit tout à l'heure, soit également au travers du MQTT, puisque l'I1 dispose aussi de protocole MQTT et la plateforme intègre également ce protocole. Donc voilà quelques exemples de cas d'usage. Donc ça, c'est la partie vraiment plateforme. Donc il y a toute, évidemment, la partie administration
avec les différents types de ce qu'on appelle endpoint, donc les différents connecteurs sur les réseaux Sigfox, LoRa, cellulaire, tout ce qui est protocole IP, tout ce qui est réseau TTN, Carelink. On peut remonter même du SMS directement sur la plateforme pour le traiter comme de la donnée. Donc il y a tout un côté interopérable, flexible qui est très important. Et peut-être juste en quelques secondes la partie studio et on pourra passer après aux questions. Vous avez donc toute la partie studio aujourd'hui qui vous met à disposition ce qu'on appelle des librairies publiques de capteurs du marché prêts à l'emploi, déjà prédécollés sur la plateforme. Donc là, vous avez toute une librairie qui vous permet de faire votre marché. Et quand vous cherchez un type d'équipement particulier, donc voilà, en l'occurrence, voilà, un type de capteur ici, Dry Contact, donc vous cliquez dessus, vous avez toutes les caractéristiques de l'équipement. Et quand vous avez besoin de chercher en particulier un équipement, vous pouvez les filtrer par marque, par type de connectivité, d'accord? Donc Sigfox, LoRa, cellulaire, etc. Et aussi par type de mesure que vous souhaitez faire. Donc si vous souhaitez faire de la mesure de température sur du Sigfox RC1, donc la zone Europe, vous pouvez filtrer et arriver directement sur tous les capteurs disponibles et donc contacter Olivier pour pouvoir demander un devis, une cotation justement sur ces types de capteurs, voilà, du endless, etc., etc. Donc ça, c'est la partie librairie de ce qu'on appelle décodeur. Donc il y a à peu près 350 capteurs aujourd'hui qui sont déjà décodés. On en rajoute toutes les semaines. Donc ça vous permet de faciliter aussi tout ce qui est sourcing de capteurs, puisque on fait ce travail pour vous de sourcing, d'intégration, encore une fois, pour vous éviter des développements à faire de votre côté. Et il y a également des librairies de ce qu'on appelle Digital Twin, donc les cas d'usage. Donc là, vous avez également des cas d'usage sur étagère, prêt à l'emploi. Donc on a parlé tout à l'heure du Avior. Vous voyez, vous avez votre dashboard qui est là, qui est disponible, avec quelques écrans d'exemple. Et là, vous pouvez soit le dupliquer et l'importer dans votre librairie propriétaire, dans votre environnement propriétaire, l'utiliser tel quel, ou le customiser pour pouvoir faire quelque chose un peu plus sur mesure, un peu plus métier. Et toute cette partie configuration se fait de manière très très simple, puisque il y a tous les outils aujourd'hui qui permettent de construire des interfaces très facilement. Donc, on peut très bien dire, je construis mon propre tableau de bord. Hop, et au travers ce qu'on appelle une toolbox, hein, vraiment toute une librairie d'éléments graphiques, vous allez pouvoir créer votre interface vraiment sur mesure très simplement. Donc, vous pouvez faire du drag and drop et construire directement votre tableau de bord, créer vos cas d'usage métier et enrichir justement votre librairie propriétaire pour pouvoir les déployer de manière très simple. Vous voyez que si vous voulez faire des courbes, vous voulez faire des choses relativement simples, à chaque fois que vous cliquez sur un élément graphique, vous avez toutes les propriétés de l'élément. Donc, dire par exemple sur les courbes, on va rajouter, je sais pas, une température. Voilà, je peux aller chercher dans ma liste une valeur. Je peux aller chercher un texte aussi parce qu'on va pouvoir traduire tout ce qui est texte, etc. Bon, je mets n'importe quoi, c'est juste vraiment pour l'exemple. Définir aussi le format de la donnée. Vous pouvez faire un certain nombre de calculs qui sont prédéfinis, directement faire des scripts en C# également, définir les axes, etc., etc. Donc très simplement, créer votre interface sur mesure. Et à chaque fois que vous cliquez sur un élément graphique, vous avez toutes les propriétés qui permettent de customiser, faire vraiment quelque chose de très sur mesure, afficher ou non le titre, etc. etc. Et donc, ça vous permet d'enrichir vos librairies propriétaires hein, sur la partie gauche. Et en fonction du type d'équipement que vous souhaitez déployer, directement d'utiliser vos templates, sachant que tous ces templates-là, quand vous les créez, ils sont versionnés. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle une release note pour les différentes versions que vous avez créées et revenir en arrière sur certaines versions, etc., etc. Donc tout ce panel-là, donc Studio, plateforme, application mobile, est disponible en marque blanche et vous permet d'avoir à votre disposition la solution globale, prête à l'emploi, sans avoir besoin de faire le bon développement et donc de vous concentrer sur votre cas d'usage métier. Évidemment, si vous avez besoin d'accompagnement, on a une équipe d'intégration en interne qui est capable de vous faire tout ce qui est interface sur mesure. Donc ça vous permet aussi de démarrer vite. On a beaucoup de clients qui nous demandent de faire ces interfaces sur mesure et ensuite qui prennent la main avec le studio pour pouvoir les faire évoluer en fonction des retours d'expérience, terrain, etc. Donc encore une fois, le gros intérêt, c'est réduire le time to market, que vous restiez concentré sur votre core business et on vous apporte la solution vraiment clé en main avec Olivier, avec le matériel et la plateforme. Et la connectivité également, parce qu'on est capable d'inclure dans la plateforme la connectivité pour vous faciliter également les choses, que ce soit de la connectivité LP1 avec par exemple du LoRa hein, opéré, mais également du Sigfox et également de la carte SIM si vous le souhaitez. Voilà, merci, je te laisse la main Olivier. Yes, bah on a
On a terminé ce qu'on voulait vous montrer. Du coup, alors désolé, on a un petit peu dépassé par rapport à ce qui était prévu. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de sujets à aborder et à vous présenter. Si vous avez encore quelques minutes, bah, nous, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Parce qu'il y a quelques questions qui ont été posées, donc on va y répondre. Si vous en avez d'autres, donc encore une fois, en haut à droite de votre fenêtre, vous avez chat et vous avez un onglet questions. N'hésitez pas à les poser à l'intérieur. Et donc, ceux qui ont encore 5-10 minutes devant eux, bah, restez parce que du coup, vous allez peut-être apprendre des choses suite aux questions des participants. Euh, tac. Moi, je vais repartager ça. Donc voilà, donc si vous également sur la partie en fonction d'où vous êtes dans les étapes, comme on disait, il y avait 6 étapes en fonction de où vous êtes. Voilà, si vous avez besoin d'un POC, besoin d'un projet, ce genre de choses, et besoin de solutions. Donc on a tout ce qui est, je dirais, sur étagère dans notre catalogue de Zaer. Donc n'hésitez pas à nous solliciter par mail, par téléphone. En ce moment, bah, beaucoup de visioconférences, donc n'hésitez pas à le faire. Les outils permettent de le faire. Lorsque le déconfinement sera là et bien effectif, possibilité également de se voir pour vous faire une démo un petit peu plus ciblée, un petit peu plus verticale. Voilà. Et puis également, on a à disposition ce qu'on appelle des starter kits. Donc notamment, on sait, c'est hyper pertinent si vous êtes dans une phase de démonstrateurs, donc des starter kits qui permettent, je dirais, d'avoir un ensemble, un package, un cas d'usage très vertical, une application très verticale qu'on vous a montré ou une autre d'ailleurs, avec le capteur, la connectivité et le template Kiron. Le capteur, pas la connectivité, mais une gateway et le capteur Kiron, une solution Iwan Flexi pour se connecter à votre automate. Bref, on a tout un tas de solutions à vous proposer. On va également faire, parce que bah voilà, on l'a vu, on a énormément de choses à vous partager et à vous montrer. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et notamment à vous abonner sur principalement LinkedIn, donc sur la page 2AR Group. Donc, notamment, vous pourrez comme ça rester informé sur les prochains webinaires qu'on va faire, parce qu'on va très certainement faire des webinaires dédiés à Vior, dédiés aux produits également Iwan Flexi, tout ça dans le courant de l'année, dédiés à certaines solutions IoT également, pourquoi pas le Bob ou autre. Donc, bah, restez informés pour pas rater tout ça. Voilà, donc c'est terminé. Merci pour ceux qui doivent partir à tout prix. Merci à vous pour votre présence et pour votre temps. Et pour ceux qui veulent, bah, du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est à votre disposition pour y répondre. On va peut-être les prendre dans l'ordre, Olivier. Je propose de commencer peut-être par les premières. Quelle techno est utilisée pour la surveillance des cuves? LoRa, GSM? Oui, alors pour la surveillance des cuves, comment dire, on peut faire les deux dans le sens où on peut mettre du LoRa parce qu'on a des produits, je dirais, qui sont packagés pour faire de la surveillance de cuves, comme on le disait sur la slide qui était dédiée, notamment avec un capteur LoRa et avec soit, je dirais, un accessoire double niveau, niveau bas, soit sinon avec du câble qui permet également de mesurer, je dirais, au fond de la cuve la pression du fluide et du coup, bah, en définir et en calculer le niveau restant. Et on a également des solutions, on l'aura en ultrason. Donc en ultrason, on va pouvoir faire la mesure, je dirais, du fluide qui est à l'intérieur de la cuve. Et après, bah, on peut également le faire en GSM si le cas d'usage convient pas aux solutions IoT, parce que problématique de portée, problématique de fréquence d'échantillonnage et ainsi de suite. On va pouvoir le faire en GSM et notamment, bah, on va directement venir câbler une solution de mesure de niveau métier, donc plutôt une sonde analogique que vous avez peut-être déjà dans votre cuve, ou sinon vous allez pouvoir agrémenter et venir, je dirais, directement plugger physiquement sur le système Avior ou sur le système Iwan qu'on a présenté également, quoi. Donc on peut le faire de deux manières, tout dépend de votre cas d'usage et de vos besoins en termes de fréquence de données, de sécurité, de tout ça, de portée également. Ensuite, on avait Bob peut-il être utilisé en mode on-premise et sans plateforme logicielle propriétaire? Alors oui, effectivement, il peut être connecté à une gateway pour faire du LoRa privé, que propose Olivier. Attention, il va falloir faire toute la partie décodage de votre côté pour décoder les messages qui arrivent du device et les intégrer sur votre plateforme et prévoir l'interconnexion avec la gateway. Deuxième solution, c'est de passer également par la plateforme, mais pas utiliser forcément la partie dashboarding, mais plutôt utiliser l'API REST qui est disponible sur la plateforme. Le gros intérêt, c'est que tout le travail d'intégration, de décodage est déjà fait, déjà disponible, et vous met à disposition les formats des données des capteurs sous un seul et unique format au travers d'une API REST.
Donc, ça vous permet de vous affranchir ce travail d'intégration. Vous faites l'intégration de l'API une seule fois et vous pouvez mettre tous vos devices dessus. Donc, la partie dashboarding, je dirais que c'est la fonctionnalité finale avec vraiment la vision au client, mais vous pouvez très bien utiliser que la partie API. Ensuite, on avait les datas traitées par Keyron sont probablement stockées dans une base de données. Est-ce que cette base de données est ouverte, accessible par d'autres systèmes? Donc là, l'accès à la base de données est disponible au travers de l'API REST. Donc l'API REST est disponible en lecture et en écriture si vous le souhaitez, en fonction des niveaux d'utilisateurs. Donc vous pouvez très bien dire, par exemple, je remonte de la donnée, je viens récupérer de la donnée qui a été stockée, donc décodée et stockée dans les bases de données de Keyron. Je peux les utiliser, m'interfacer à un autre système. Je peux également faire du traitement de mon côté parce que j'ai des applications métiers que je veux maîtriser et réinjecter la donnée sur la plateforme après traitement. Voilà. Donc ça, c'est aussi des possibilités. Et donc l'interconnexion à la base se fait au travers d'une API REST. Une autre personne qui parlait quand on a abordé le sujet Avior, qui demandait du coup si on pouvait, alors non, si le logiciel et la solution de monitoring étaient fournis avec le produit. Donc comme je le disais au départ, les solutions peuvent être mariés. Donc, c'est notamment nous ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a sur étagère des solutions hardware et qu'on vient mixer du coup avec la plateforme Keyron pour fournir des solutions bout en bout de A à Z, du capteur au monitoring ou de la gateway modem au monitoring. Donc, vous pouvez soit, je dirais, utiliser les produits seuls si vous n'avez pas besoin du monitoring, soit, je dirais, les marier avec la solution Keyron parce qu'on s'est assuré de la compatibilité et de l'interopérabilité des deux solutions entre elles, et donc du coup pour avoir la solution packagée. Toujours sur l'Avior, il y a une personne qui demande également le prix de la solution. Donc pour tout ce qui est prix, je dirais que ce soit l'Avior, que ce soit les capteurs, que ce soit le Flexi One, ou que ce soit la solution, je dirais Kiron, si vous avez déjà un parc de capteurs ou de gateway, n'hésitez pas à nous envoyer des mails et à vous rapprocher de votre agence de ZR régionale. La présentation, donc vous avez été nombreux également à la demander. Donc vu qu'on a vos adresses mail, ben, on vous la diffusera. Comme ça, ben, visiblement, c'était la demande d'une personne. Vous pourrez également la proposer et l'envoyer à vos collaborateurs. Ensuite, il y avait Keyron peut-il fonctionner en autonome avec une gateway obligation, une connexion? Alors, Keyron aujourd'hui, c'est une solution qui est principalement utilisée en mode SaaS, donc sur le cloud. Évidemment, il y a aussi la possibilité de l'utiliser en mode on-premise, donc installé sur des serveurs en local, par exemple, ou sur un cloud privé. Hein. C'est le cas, par exemple, tout à l'heure, je vais montrer quelques exemples, JBT sur son cloud privé. Donc, il y a plusieurs possibilités. Malgré tout, ça reste une solution qui sera plus intéressante d'utiliser en mode, je dirais, SaaS. La version on-premise, comme tout logiciel hein, d'ailleurs, vous oblige à maintenir votre infrastructure, gérer toute la partie maintenance, mise à jour, etc., etc. Donc c'est un peu plus de contraintes. Donc s'il y a des obligations en termes de, je dirais, des politiques de sécurité, des politiques internes qui obligent à installer en local, c'est une solution qui est évidemment possible. S'il n'y a pas ce type de contraintes-là, on vous conseille fortement de rester sur une solution SaaS qui sera beaucoup plus scalable, beaucoup plus évolutive, et tout ce qui est maintenant, c'est complètement transparent pour vous. Euh, Comment résolvez-vous les problématiques de sémantique, tagage des données? Je suis pas sûr de. Alors ça, c'est oui. Alors toute cette partie-là, on pourra le voir de manière détaillée, je dirais, sur Kiron. Alors c'est le savoir-faire d'IOSync aujourd'hui, mais effectivement, je l'ai pas montré sur la partie studio, mais vous avez tout un onglet en fait, une partie qui vous permet de définir dans le décodeur déjà, hein, parce que évidemment, quand on connecte en fait un device sur la plateforme, pour bien comprendre, c'est connecté il y a différentes strates en fait. Hein. Vous devez sélectionner quel est le endpoint, donc c'est-à-dire quel est le réseau sur lequel vous connectez l'équipement. En sortie du endpoint, vous allez récupérer ce qu'on appelle une payload, hein, donc un message. Ce message-là, il va falloir le décoder, donc ça va passer dans la moulinette d'un décodeur. Donc on sélectionne le décodeur. En sortie du décodeur, on a des tags, donc on a des valeurs, hein, des variables. Et ces variables-là, on va les utiliser sur un dashboard. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure le digital twin. Et donc il y a tout un lien à créer entre le endpoint, le décodeur et le digital twin.
Et toute cette partie, tout le studio permet de faire justement ce mapping, hein, ces liens entre les différentes layers de manière très simple en quelques clics. Donc, on pourra voir en détail tout ça. Et pour chaque tag, en tout cas, on verra qu'il y a la possibilité de créer des formules, des scripts, de pouvoir générer des alertes sur des tags, de pouvoir faire des opérations, etc., etc. Euh, Contrôle d'accès, quelles sont vos solutions? Alors à la base, on n'a pas vraiment de solution pour la partie contrôle d'accès, parce que c'est vrai qu'il en existe déjà aujourd'hui beaucoup. C'est pas vraiment un cas d'usage qu'on couvrait. J'en ai parlé notamment avec la solution Avior, parce qu'on intègre, je dirais, via de la connectivité Bluetooth et Vigan, je dirais ce type de fonctionnalité-là dans le boîtier Avior. Donc c'est des choses qui sont possibles. Après, il faut le voir, je dirais, un petit peu au cas par cas. Je suis pas sûr que dans le cas de la demande, on puisse le faire avec un Avior, avec un lecteur de badge HID. Il faut voir en fonction de la connectivité que vous avez sur votre lecteur de badge. Donc, il faudra voir ça au cas par cas avec nous. Le mieux, c'est de revenir vers nous pour qu'on en parle en tête à tête, entre guillemets. Ensuite, avez-vous déjà interfacé votre plateforme avec des GMAO? Donc oui, donc nous, on met à disposition toute la documentation de l'API REST avec également, ça peut être un Swagger ou ça peut être en tout cas le descriptif, un Postman par exemple pour faciliter l'intégration. Et ça se fait côté GMAO, donc c'est pas très compliqué à faire, mais c'est un travail qui est à faire côté GMAO. Voilà. Existe-t-il un module pouvant lire les données de téléinformation client d'un compteur Enedis, vers en l'occurrence, et de transmettre les différentes étiquettes qu'il a dans le ventre? Donc oui, ça fait partie des solutions étagères qu'on a. Parce on va intégrer de deux manières, donc soit avec une passerelle filaire type Modbus principalement, je dirais la capacité de convertir les étiquettes TIC, donc protocole plus ou moins quand même propriétaire Enedis, en quelque chose d'interfaçable et d'ouvert avec du Modbus. Sinon, on peut le télé-relever avec les technologies comme le LoRa. Alors le Sigfox ne permet pas forcément de le faire en TIC, c'est un protocole qui est un petit peu trop bavard et la techno Sigfox est une techno qui ne permet pas de le faire. Donc, on va l'avoir principalement en solution LoRa, LoRaWAN, et notamment, vous allez pouvoir vous connecter donc avec les capteurs TIC qu'on a en LoRa, vous allez pouvoir vous connecter autant à un compteur vert, bleu, vert, jaune, PME, PMI, Linky, Saphir, ce que vous voulez, et du coup récupérer les étiquettes que vous voulez. Attention néanmoins, il y a beaucoup d'informations, donc comme je disais, il y a beaucoup d'étiquettes, donc de registres TIC dans un compteur Enedis. Donc on peut pas tout remonter dans un protocole LoRaWAN. Il faut faire un choix, il faut faire un tri. Et donc c'est quelque chose qu'il va falloir faire au niveau du capteur. Donc il va falloir reconfigurer, parce que généralement les capteurs sont configurés d'usine par défaut pour remonter certaines valeurs, principalement un index d'énergie ou d'une puissance. Donc si vous voulez autre chose, il va falloir, je dirais, peut-être le configurer soi-même. Mais c'est possible. Comment connecter un capteur LoRa sur un Flexi? Donc ça, c'est pour les clients Flexi qui ont le souhait, je dirais, grâce à l'éventail de solutions LoRa, de se dire, voilà, j'ai interfacé mes capteurs LoRa sur le Flexi. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible facilement, c'est-à-dire que ce n'est pas natif, on ne dispose pas d'une carte d'extension LoRa à mettre sur un Flexi. Donc on va dire qu'entre un capteur et un Flexi, on va pas pouvoir le faire. La seule manière de le faire, ça va être de rajouter entre le capteur LoRa et le Flexi, ça va être de rajouter une gateway LoRa. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus évident et le plus économique. Techniquement, par contre c'est possible parce que les trois solutions vont pouvoir être interfaçables et interopérables pour que les informations du capteur LoRa puissent être envoyées sur le Flexi. Après, on a d'autres technologies comme le WMBus, le Alta, qu'on n'a pas forcément cité et qui pourraient convenir, je dirais, sur un flexible, parce que là, on va avoir des solutions faciles mode bus qu'on va pouvoir interfacer entre le capteur radio et le Flexi. Donc, à discuter pareil au cas par cas, en tête à tête, sur le cas d'usage et sur le type de capteur que vous recherchez. Je souhaiterais savoir si le produit Avior est capable d'inhiber les entrées par une en particulier. Donc oui, vous pouvez gérer des actions et notamment des conditions, et donc notamment gérer tout ce qui est génération d'alarme, tout ce qui est génération d'activation d'une ou de plusieurs entrées, en fonction de l'état de une ou plusieurs entrées. Donc oui, c'est des choses qui sont
techniquement possible et assez facile à configurer parce qu'on va être sur un petit soft gratuit fourni par le fabricant, installé sur PC Windows ou même que vous allez pouvoir faire à distance au niveau de la configuration. Donc tout ça est possible. Peut-on modifier le rang d'appel via un SMS? Y a-t-il un watchdog et un défaut de liaison en cas de perte de la liaison RTC? Alors, on fait pas de communication RTC sur un Avior. On le fait sur un Flexi pour information. Donc tout ce tout ce qui était intégré dans cette question-là vis-à-vis du rang d'appel, vis-à-vis de la notion de watchdog, du défaut de liaison avec les possibilités d'un backup, c'est des choses qui vont être possibles si vous avez une communication RTC avec un Iwan Flexi, parce que l'interface RTC est disponible sur le Flexi, même si c'est plus trop la solution, on va dire moderne, mais du moins pour un parc existant, ça va être possible. Par contre, sur un Avior, ça sera pas possible. Alors peut-être aussi pour ce qu'on peut rajouter par rapport à ça, c'est que la partie SMS est disponible aussi sur la plateforme, donc vous pouvez très bien remonter les défauts, les informations de vos contacts justement du Avior sur la plateforme et définir des niveaux de gravité par exemple en fonction des défauts et les dispatcher à des listes de destinataires qui vont être différents, à la fois par email, par SMS, par notification push sur des applications mobiles, etc., etc. Donc vous pouvez le gérer ça plutôt côté plateforme. D'ailleurs, vous pouvez très bien aussi sur la plateforme définir des astreintes et dispatcher en fonction de la présence des différents techniciens, s'il est disponible en semaine, la nuit, le week-end, etc., etc. Donc là, vous avez la main dessus et c'est en natif sur la plateforme aujourd'hui. Il y a une autre question qui était est-ce que la solution Keyron dispose de maintenance prédictive? Donc aujourd'hui, avec Keyron, vous allez pouvoir faire du préventif, donc pouvoir définir des scénarios qui permettent d'identifier des dérives. Donc tout ça, ça peut se faire au travers de formules, de scripts, où là vous avez la main, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, recouper des données entre elles, etc., etc. La partie prédictive, c'est des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, et notamment au travers du machine learning. Donc on a quelques sujets qui sont en phase de pilote, et l'idée c'est de pouvoir intégrer cette fonctionnalité-là, mais de manière très simple, pour que tout le monde puisse l'activer sans avoir besoin d'être un data scientist. C'est toujours un peu le problème avec ce style de fonctionnalité, c'est pas très pragmatique. Donc le but c'est de le rendre le plus accessible possible à tout le monde. Et c'est quelque chose qui va arriver sur la plateforme, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas c'est en phase de test, donc sur les prochains mois en tout cas. Encore des questions sur l'Avior. Pas mal d'intérêt ce produit Avior. C'est un bon petit produit, il faut dire. Donc, peut-on mettre en place un centralisateur qui récupère l'état des boîtiers Avior et vérifier que mes appels sont toujours disponibles? Donc, pour information, oui, on peut très bien faire communiquer un Avior avec un autre Avior ou un Avior avec plusieurs Aviors. On peut aussi, je dirais, combiner les solutions plusieurs Aviors, parce qu'on l'a déjà fait hein, chez RG2I, plusieurs Aviors, par exemple, avec un Iwan Flexi. Où l'Iwan Flexi va être là en mode concentrateur de données et notamment va fournir toute l'intelligence qu'il a dans le ventre et qu'il a de natif pour, je dirais, apporter des solutions un petit peu plus intelligentes. Donc notamment répondre à cette notion de vérifier si les appels sont possibles. Après l'état des liaisons, donc RTC, vu qu'on ne fait pas de RTC sur l'avion, non. GSM, oui, on pourrait scruter, je dirais, des données, des échanges de données permanentes et en cas de défaut, avertir quelqu'un depuis un Iwan Flexi, pourquoi pas. Après, il faut voir réellement ce que ça implique, quelle est la finalité de l'application. Une dernière question, quel est le niveau de cybersécurité du boîtier Avior? Sécurité, c'est un terme assez large, donc il faudrait voir un peu ce que vous entendez, ce que vous attendez, surtout en termes de sécurité vis-à-vis du boîtier Avior, pour qu'on puisse vous répondre à ce niveau-là. Voilà pour les questions. Ça commence à se terminer. Il y a une autre question sur l'Avior. Euh, je souhaiterais laisser un boîtier Avior en autonome pour faire un appel vocal à 4 agents d'astreinte. Et dans ce cas, sélectionner l'agent qui va être appelé via un code de TMF ou un SMS. Bonne question. Je ne saurais pas vous répondre là comme ça en live. Donc de toute façon, les questions sont historisées sur la plateforme. Donc on manquera pas de vous répondre. Là, à l'heure actuelle, je suis incapable de vous répondre. Faudrait que je passe par un technicien ou qu'un technicien vous rappelle.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour des principales questions. Il y a quelques questions qui étaient, je dirais, assez personnelles, donc on va pouvoir peut-être les traiter dans un second temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plateforme, parce qu'on parlait par exemple d'une question sur un cas d'usage qui est assez précis, aujourd'hui sur la plateforme, il y a plus de 600 cas d'usage qui ont été déployés. Donc on peut aussi vous montrer des exemples, euh, parfois similaires à peut-être vos besoins, ou en tout cas qui peuvent être proches de ce que vous attendez. Donc, faut pas hésiter à contacter Olivier pour qu'il puisse vous faire une démo, je dirais en one-to-one pour présenter un peu plus en détail la solution et vous montrer peut-être un cas d'exemple qui a été déployé, qui est en exploitation. Ça permet aussi peut-être de montrer des choses en interne à vos équipes et de pouvoir lancer dans un second temps une phase pilote. Comme disait Olivier, on propose aujourd'hui des starter kits qui inclut à la fois le matériel, la connectivité et la plateforme. Et on peut aller jusqu'à une customisation, si c'est pas sur les librairies, je dirais publiques, aussi une customisation d'un template, hein, vraiment d'un cas d'usage, et vous proposer une solution vraiment clé en main, prête à l'emploi, en très peu de temps, en quelques jours. Hein, aujourd'hui, faire une solution vraiment métier, c'est très rapide au travers du studio. C'est pour ça que d'ailleurs que beaucoup de nos clients prennent en main après la partie studio pour être complètement autonome et faire évoluer ces cas d'usage, et rajouter également, enrichir en fait ces librairies sans avoir besoin de passer par un tiers. Voilà, il y a plus de questions. Les questions qui sont restées en suspens, comme disait Julien, on y répondra en tête à tête. Merci à tous, du coup, pour votre présence. Pour ceux qui sont restés, merci beaucoup pour votre temps, parce que du coup, on est resté un long moment ensemble. Voilà, la présentation, comme on l'avait dit au début, sera envoyée, pardon, vous pourrez la diffuser ou la revoir. Le webinaire, il y a également un replay, si vous voulez, en plus, je dirais, au-delà de la présentation, diffuser le replay pour que il y ait également tous les commentaires qu'on a fait, Julien et moi-même. Vous pourrez également diffuser le replay. Voilà, donc merci à tous, restez connectés et informés pour les prochains webinars et à votre disposition si vous avez des questions ou des projets. Merci à tous, à très bientôt. Bon après-midi.